Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast spécial baseball universitaire et en français. Bien content de vous retrouver alors que là vous allez sentir le rythme revenir. On va dire que je vais être de plus en plus présent via ce podcast à compter de maintenant et au fur et à mesure que la date fatidique, la date butoir approche en ce qui concerne le début de la saison de baseball. Mais trêve de gros bavardage. Aujourd'hui, on commence en fait la partie preview. Je vais vous faire quelques previews, notamment des grosses conférences, puis après une preview un peu plus euh, générale pour finir sur une preview du top 25 avant de pouvoir commencer la saison. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo. Vous retrouvez cet épisode plus tous les épisodes du podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Vous retrouvez également tout ceci sur YouTube alors que mon téléphone est en train de vibrer. À chaque fois, j'oublie de le mettre au silencieux. Mais bon, trêve de bavardage. L'homme aura bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et donc YouTube en tant que réseau social. Et surtout, c'est bon, on va pouvoir y aller. C'est parti. Alors, on va commencer cet épisode ou cette partie, on va dire preview, en parlant de la meilleure conférence du pays, quand on parle de baseball universitaire ces dernières années. On va parler tout simplement de la SEC. Je le rappelle par exemple à titre ou pour ordre d'idée, pour se faire une idée, les 3 derniers champions universitaires sont issus de la SEC. L'année dernière LSU, l'année d'avant Ole Miss et l'année encore d'avant Mississippi State. De manière générale, depuis 2017, il n'y a eu qu'une seule fac qui n'a pas été championne, qui ne faisait pas partie de la SEC, c'est Oregon State, le Oregon State, comme j'aime à le rappeler, de Adley Rutschman notamment, et Stephen Kwan. Ça c'était en 2018, donc il faut savoir, 2017 c'était Florida, 2018 Oregon State, 2019 le Vanderbilt de Kumar Rocker notamment. Et donc 2020, vous le savez, avec le Covid, ça avait été annulé. 2021 Mississippi State, 22 Ole Miss et 2023 LSU. Pour donner un autre ordre d'idée de la puissance de la conférence en tant que telle et ce qu'elle est capable de générer en termes d'équipes qui vont en fait dans le tournoi national, dans les meilleures 64 équipes. C'était pas très français comme je l'ai dit, mais vous avez compris, les 64 meilleures équipes bien entendu qui se retrouvent pour le tournoi national. On avait donc 10 représentants de la SEC, 10 sur les 14 équipes présentes en SEC. Donc on avait Alabama, Arkansas, Auburn, Florida, Kentucky, LSU, South Carolina, Tennessee, Texas A&M et Vanderbilt. Donc tout ça pour dire encore une fois que c'est la plus grosse, la meilleure conférence du pays. De manière historique, ça n'a pas toujours été le cas, je le rappelle assez souvent, mais la Pac-12 a souvent été comme la meilleure conférence du pays. En général, les facs de l'ouest et sud-ouest américains ont été historiquement parmi les meilleurs du pays, mais on va dire depuis les années 90, ça a tendu petit à petit et de manière plus régulière depuis les années 2010 à switcher vers cette fameuse SEC. Pour finir avec ce petit volet histoire, vous savez que moi je suis assez féru d'histoire. Il faut savoir que la SEC a été créée en 1932 et chose quand même assez incroyable dans le collège, on va dire dans les disciplines universitaires pour parler un peu plus français. 10 des 13 fondateurs de cette conférence sont toujours présents en fait aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, dans cette SEC. Pour ceux qui connaissent un peu Georgia Tech était membre de la SEC. Maintenant ils sont dans la ACC par exemple. Il y a Tulane aussi qui était membre de la SEC parmi les fondateurs et qui a quitté aussi dans les années je pense 60. J'ai pas envie de dire trop de bêtises mais je pense que c'était 60. Et donc voilà pour l'aspect historique. Je rappelle que dans la SEC il y a 14 équipes. Je vais vous réannoncer ces 14 équipes avant qu'on rentre dans la preview telle qu'elle est. Il y a donc Alabama, le Crimson Tide, il y a Arkansas, les Razorbacks, Auburn, les Tigers, Florida, les Gators, Georgia, les Bulldogs, Kentucky, Wildcats, LSU, Tigers, Mississippi, Ole Miss, Rebels, Mississippi State, Bulldogs, Missouri, Tigers, South Carolina, Gamecocks,
Tennessee Volunteers, Texas A&M les Aggies et Vanderbilt Commodores. Donc voilà, je sais pas pourquoi je prends tout le temps l'accent comme si je switchais du français à l'anglais avec un accent particulier, bref, je sais pas. Mais bon, vous ne m'en voudrez pas trop, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous ai réénoncé toutes ces facs et on va pouvoir aller dans la preview. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire des previews en faisant une sorte de classement. Donc c'est-à-dire que je vais commencer par la fac qui selon moi est entre guillemets, hein, entre gros guillemets, sur la ligne de départ, celle qu'on attend le moins, on va dire dans les hautes sphères de la conférence et pourquoi pas dans les hautes sphères de la nation. Et je finirai par mes favoris en termes de conférence, hein, pour le titre de la conférence, que ce soit en termes de saison régulière puis en termes de tournoi. Et également mes favoris quelque part, hein, qui dit favoris SEC dit aussi quelque part favoris nationaux. Donc voilou, on va commencer sans plus tarder cette partie, juste avant une mini transition musicale, hein, vous me connaissez, toujours un petit verre d'eau à côté, je bois rapidement. Alors, en position, on va dire numéro 14, entre guillemets, hein, c'est-à-dire l'équipe que je vois le moins, en fait, briguer la tête de la SEC, pour moi, c'est Missouri. Alors, Missouri, c'est une équipe qui, historiquement, hein, dans son passé, a été une grosse fac, hein, notamment au niveau baseball, hein. Ils ont été champions en 54, dans les années 50 jusqu'aux années 60, ils ont été plutôt de manière régulière au College World Series. Depuis les années 60, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué. Et si on regarde l'histoire récente, ils ne sont plus allés au tournoi national, hein, depuis 2012. C'était d'ailleurs la dernière année où ils ont pu être compétitifs au niveau de la SEC, parce que c'est la dernière année où ils ont été champions du tournoi SEC. Missouri, en fait, j'ai l'impression que c'est assez compliqué, dans le sens où, par exemple, là, récemment, ils ont changé de coach, hein. Donc maintenant, Kerrick Jackson remplace Steve Bieber. Steve Bieber qui termine en fait avec une fiche à peine positive. Donc de manière au total, hein, il a eu 188 victoires, 155 défaites et un match nul. En sachant que là, encore une fois, c'est le bilan au global. Mais par contre, si on regarde le bilan SEC à sa présence, il est largement négatif. Par exemple, je peux vous donner le bilan de l'année dernière. Hein. Missouri, qui est dans la SEC East, avait terminé dernière de sa division, hein, avec au niveau de la conférence 10 victoires pour 20 défaites, alors qu'au niveau global, encore une fois, c'était positif, avec 30 victoires pour 24 défaites. Comme je le rappelle assez souvent, hein, on a un calendrier au global avec des matchs contre des équipes qui ne sont pas forcément de sa conférence, et on a ensuite les matchs qui comptent dans le calendrier de conférence, des matchs contre les équipes, hein, de sa conférence. Donc il y a beaucoup de choses en fait encore de nouveau à mettre en place, hein, au niveau de Missouri. Et donc Eric Jackson, il doit le savoir, hein, il vient avec un new coaching staff, donc une nouvelle énergie. Cette énergie, il va falloir qu'elle se traduise, hein, par une certaine progression. Je pense qu'il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de stress en termes de résultats. Mais ce qu'il va surtout devoir amener, enfin ce qui va surtout devoir être amené du côté de Missouri, c'est certaines habitudes, une habitude de la gagne, relancer un peu tout ce système, pouvoir trouver des joueurs de talent, pouvoir les former comme il faut, pouvoir apporter en fait une onde positive, une onde de victoire, hein, ça compte aussi, et c'est pas pour rien que Gary Jackson revient avec un ancien de la maison, l'un des derniers coachs représentant ou représentatif d'une période où Missouri allait beaucoup mieux, c'est Tim Jamison. Ce coach a été coach pendant, je pense, 20 ou 21 ans de mémoire. J'ai ma fiche, donc je vais le laisser à 95 à 2016, oui, 21 ans. Et c'est sous lui qu'on a eu la dernière fois, la dernière présence, on va dire, de Missouri au niveau tournoi national. Missouri en tant que champion de la SEC. Et Missouri également en termes d'équipe capable de gagner des regionals. C'était en 2006. Donc Tim Jamison a été l'architecte derrière tout ça. Donc cette fois-ci, il va être plutôt assistant, hein, de Kerrick Jackson. Et je pense que c'est dans une logique de pouvoir apporter en fait déjà toute son expérience, mais surtout on peut dire son mindset de la gagne en fait, si ça fait sens pour vous.
Si on regarde un peu côté joueur, on peut diviser un peu cette preview en deux parties. Déjà la partie au niveau des lanceurs, euh, il n'y a rien d'incroyable. Faut savoir, c'est que l'année dernière, ils ont eu beaucoup de problèmes de blessures dans le pitching staff. Il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas de retour. Et de ce que j'ai lu sur les rapports, notamment de DR Baseball, le joueur que l'on voit le plus comme potentiel starter le vendredi, donc le potentiel ace entre guillemets, c'est Logan Lunsford. Donc c'est un sophomore. Ce qu'il avait montré en fait, qui fait que beaucoup de gens ont de l'espoir sur lui, c'est en tant que starter pendant les matchs comment on appelle ça, de mi-semaine, puisque comme je le rappelle, il y a les matchs qui comptent le plus, c'est les matchs du week-end, avec là vraiment sa rotation type, et ensuite les matchs de mi-semaine qui permettent aussi de tester des joueurs un peu plus juniors, on va dire un peu plus jeunes, ou de tester d'autres combinaisons, notamment en termes de lanceur, et de reposer bien sûr sa rotation partante. Eh bien, il avait été très bon en tant que lanceur partant de mi-semaine, tellement que suite à la cascade de blessures, il avait fini par faire partie de la rotation principale, la rotation du week-end. Malheureusement, ça s'était pas très bien passé, il a terminé la saison avec une fiche de 6 diarrhées. Et malgré tout, avec ce qu'il est capable de faire, c'est un lanceur qui a une fastball à 92-93 miles par heure, de ce que j'ai noté du rapport d'automne de DR Baseball. Il a aussi une slider assez intéressante, il a une curveball et une changeup. Donc il a tous ses lancers, ça ne veut pas dire par contre qu'il arrive à maîtriser tous ses lancers. Sa balle rapide n'est pas très rapide quand on compare à ce qu'on voit de nos jours en termes de célérité. Et pareil, quand on regarde un peu les chiffres autour de sa slider notamment, c'est pas incroyable. Par contre, de ce que j'avais lu, quand il lance ses sliders curveball ou alors sa change-up, il a environ 40-45% de whiff rate. Le whiff rate, c'est le nombre de fois où les gens s'élancent pour frapper, mais ils loupent en fait la balle, tout simplement. Donc, avec cette idée qu'il arrive à montrer une certaine progression, on partirait sur lui en tant que starter principal. Un autre lanceur que j'ai noté parmi les lanceurs dont parlait beaucoup DR Baseball, c'est Yann Loss, qui pour le coup est un senior. Il faisait partie de ces joueurs qui ont été ralentis par les blessures la saison dernière. Et malgré tout, normalement, c'était un joueur qui devait faire partie de cette rotation du week-end. Il a dans son arsenal une curveball, une change-up et une balle rapide entre 89 et 92 miles par heure. Donc là encore, ce n'est pas ce qu'il y a de plus incroyable. C'est un lanceur southpaw, donc un lanceur gaucher. Souvent, les lanceurs gauchers ont cet aspect, notamment sur les lancers off-speed, qui est toujours très intéressant. Les lancers de vitesse aussi peuvent avoir du mouvement, donc c'est ce qui est toujours intéressant et toujours recherché. D'autres noms que je vais vous lancer, mais vous n'avez pas besoin de les retenir. On parle aussi pas mal de Javin Pimentel. Javin Pimentel est aussi un joueur d'expérience. Et par contre, il avait un IRA assez faible, à 6,92. Un autre joueur, encore une fois un joueur de très grosse expérience, c'est Carter Rustad, puisqu'il a la particularité d'être un senior de 5e année. Je rappelle, avec le Covid, il y avait eu une année d'éligibilité en plus. C'est-à-dire que c'est un senior, mais pas graduate encore. Il a cette éligibilité d'un an de plus. Donc voilà en termes de lanceurs principaux, notamment vis-à-vis de la rotation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les lanceurs, notamment du bullpen, puisque déjà je vois pas l'intérêt pour vous d'avoir autant de noms de joueurs que vous ne suivrez certainement pas, on va être honnête, à moins qu'ils arrivent à avoir des breakout years, et je ferai bien sûr mon possible pour en parler durant la saison. Mais j'ai envie de passer plutôt du côté maintenant du line-up en fait. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au line-up et qu'est-ce qui peut être intéressant pour Missouri. Et pourquoi au-delà du line-up j'ai envie de switcher de ce côté-là, c'est parce que Missouri a une tactique très intéressante sur les dernières saisons notamment. Bien sûr c'est en fonction du groupe qu'ils ont et normalement malgré les transferts ça ne devrait pas trop déroger à cette règle. C'est qu'ils jouent small ball. En jouant small ball, je rappelle, c'est-à-dire que ça travaille beaucoup sur base. Le principe, c'est de pouvoir contacter, de pouvoir avoir des coups sûrs. Il y a, en tout cas, par rapport à ceux qui reviennent de l'année dernière, il y a très peu de frappeurs de puissance. Je vais vous faire un petit name dropping. Leur meilleur joueur la saison dernière
C'était Trevor Austin en termes de coups, hein, en termes de frappe à la batte. Il avait l'année dernière une moyenne au bâton de 31%, un OBP de 44%, un swing percentage de 52%, avec notamment 8 home runs et 10 bases volées. Euh, c'est un joueur qui aussi est présenté comme un très solide défenseur. Donc voilà, il va clairement être le lead en fait ou le leader sur tout cet effectif de Missouri qui va tenter donc de jouer purement sa chance et crânement sa chance dans une SEC où la SEC quelque part c'est un peu une micro MLB dans le sens où elle fait la part belle plutôt à la puissance. On voit beaucoup d'équipes qui vont beaucoup se baser sur la puissance avant tout, très peu de small ball, donc Missouri va être un peu à contre-courant et c'est ça qui va être intéressant à regarder. Donc derrière Trevor Austin, il y a quelques joueurs à noter, que ce soit parmi les joueurs qui sont de retour, hein, je pense notamment à Matt Garcia, ou alors des joueurs comme Jerick Curtis. Jerick Curtis, en fait, c'est un sophomore qui vient de Texas Tech. Et à Texas Tech, il n'a pas pu jouer beaucoup, hein, il a joué que 17 matchs, il n'en a starté que 3. Mais par contre, il a appris pas mal de choses, parce que Texas Tech, c'était une des attaques les plus potentes, les plus puissantes du college baseball la saison dernière, et c'est un peu une tradition pour eux, hein, très clairement. Donc il va pouvoir aussi amener un peu toute cette connaissance qu'il a pu gagner de ce côté-là. Il y a un autre joueur dont on parle beaucoup du côté de Missouri, c'est Isaiah Frost, c'est un junior. Donc ça va être tous ces joueurs-là un peu à suivre. Derrière, en fait, encore une fois, un leader tel que Trevor Austin. Donc ce mélange de joueurs expérimentés et de transfert de joueurs un peu plus jeunes, c'est ce sur quoi le coaching staff va devoir s'appuyer pour essayer de faire de Missouri une équipe loin d'être ridicule, que ce soit hors conférence comme ils savent le faire depuis des années, mais surtout dans la conférence. Malheureusement, quand je vois le pitching staff avec très peu de noms, et puis le line-up qui reste encore une fois basé sur le small ball, j'imagine mal Missouri vraiment pouvoir être compétitif dans cette SEC, c'est pourquoi je les place pour l'instant en dernière position. Passons au 13e maintenant selon moi. Pour moi, le 13e c'est Mississippi State. Alors c'est marrant parce que Mississippi State, on a l'impression on pourrait se dire qu'ils semblent loin le temps où ils ont été champions et pourtant c'était là, hein, c'était en 2021. En plus, Mississippi State, c'était quand même une fac qui nous a habitués de manière régulière, hein, à se retrouver au moins au tournoi national. Je le rappelle, à partir des années 70, on les a trouvés très régulièrement au tournoi national. Ils ont réussi à aller à plus d'une dizaine de fois en College World Series. Ils ont été finalistes en 2013, perdu face à UCLA. Ils ont remporté donc face à Vanderbilt leur premier College World Series de leur histoire. Mais en tout cas, c'était une fac très régulière. Et puis, il y a eu un dérèglement, puisque en 2022, il faut le savoir, ils avaient quand même une équipe sur le papier qui était quasiment prête pour faire le repeat. Ils n'avaient pas perdu tant de joueurs que ça. Et ils avaient gardé Chris Lemonis, ils avaient ce qu'il fallait en fait pour tout simplement être compétitifs. Et on a vu qu'ils n'ont pas pu être compétitifs du tout. Donc voilà, c'est un peu la vie, on va dire, comment on peut dire ça. C'est un peu la vie aussi qui se passe au collège baseball, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, on se retrouve donc avec une équipe qui, en 2022 et en 2023, s'est retrouvée avec le même bilan, un bilan de 9 victoires, 21 défaites. Pire bilan, hein, bien sûr, de leur ligue, ou en tout cas, pire bilan en 2022 et second pire bilan en 2023, parce qu'on va venir vers une autre équipe peu après. Mais bon, c'était pas reluisant. Même au niveau global, hein, je vous ai par exemple parlé de Missouri. Bon, certes, ils avaient un calendrier peut-être un peu plus clément en dehors de la conférence, mais Mississippi State a terminé à peine à 50%, à 27 victoires, 26 défaites. Donc ça a été encore une fois une saison très compliquée. On s'est tous demandé, qu'est-ce que va pouvoir faire Mississippi State pour redresser la barre. Eh bien, c'est ce qu'on va un peu voir avec cette preview. En parlant de Chris Lemonis justement, je pense qu'il va aussi arriver au bout d'un moment, à un moment charnière, dans le sens où pour l'instant la confiance reste de son côté, puisque c'est vrai qu'il a été presque l'initiateur du dernier push, hein, puisque je rappelle que Mississippi State a été en College World Series en 2018, 2019 et 2021, donc 3 saisons consécutives, hein, puisque la 2020 encore une fois Covid, et en 2021 il remporte le titre.
Donc pour l'instant, ils gardent encore la main sur ce programme, mais au bout d'un moment, j'imagine que ça deviendra compliqué. En termes de staff, il est en train de, enfin, il a fait quelques petits ajustements, amené des personnes qu'il a bien connues dans d'autres facultés, hein. Je pense notamment à Justin Parker, qui est son new pitching coach. On va pas trop parler de staff. Euh, Très clairement, il va devoir espérer que les joueurs qui sont de retour fassent bien mieux que ce qu'ils ont montré la saison dernière. En termes de pitcher, je pense à des joueurs comme Colby Holcomb qui a eu un IRA de 8.25 la saison dernière. Euh, Certes, sur un échantillon assez faible, entre guillemets, hein, parce que 36 manches, et surtout en 36 manches, il avait quand même concédé plus de 40 buts sur balle. Donc, ce qui peut amener forcément à augmenter l'IRA de quelqu'un. Lui, très clairement, on va attendre de lui qu'il montre plus de commandes, plus de contrôle sur sa balle rapide, qui peut être très rapide pour le coup, puisqu'il a déjà atteint les 99 miles par heure. Il a une slider et une change-up. Sa change-up, c'est son arme de déception ultime, hein, comme beaucoup de lanceurs. Donc on va espérer un rebond de sa part. Euh, du côté des lanceurs toujours, il y a Jorangelo Cintier. Alors je suis désolé, je dois massacrer son nom de famille, qui est pas facile à exprimer. C'est un sophomore, lui aussi avait un IRA très compliqué à 8.10, mais on va espérer un rebond de son côté. Et puis je peux donner encore deux trois noms, notamment euh, Nate Dom. Nate Dom qui avait un IRA notamment la saison dernière de 4.07. Et puis Bradley Loftin. Loftin qui est donc un sophomore qui avait un IRA l'année dernière de 3.08. Donc encore une fois c'était sur des échantillons assez faibles, hein. Euh, et sachant que surtout Bradley Loftin c'était quand même un joueur très attendu à sa sortie de lycée. Donc on va espérer qu'il puisse faire mieux, c'est-à-dire avoir déjà plus de constance, tout simplement en étant plus présent, puisqu'il a été aussi blessé, hein, ce qui a forcément ralenti sa progression. Donc voilà pour quelques pitchers. Maintenant, si on regarde du côté du line-up, euh, allez, très clairement, on va espérer que Hunter Hines réussisse encore euh, une belle saison, peut-être augmenter sa progression en termes de discipline à la batte, notamment en termes de moyenne à la batte, hein, parce que l'année dernière il a eu des chiffres intéressants, hein, 29%, presque 30% de moyenne à la batte, 37, presque 38% d'OBP, plus de 68% de swing percentage, avec notamment 22 home runs et 61 points produits. Mais malgré tout, on espère de le voir faire encore mieux, notamment en termes de moyenne à la batte, pour vraiment montrer que c'est un contender quand on parle de player ou de joueur de l'année en SEC. C'est très clairement ce dont a besoin Mississippi State pour pouvoir se relever. Avoir un joueur comme lui qui a été très bon, montrer encore de meilleures choses. Euh, Avec lui, on va espérer que Amani Larry, le deuxième base, ou alors Dakota Jordan, le right fielder, puissent continuer leur progression et montrer ce qu'ils ont montré la saison dernière notamment. Et puis, pour donner encore quelques noms, je sais qu'il y avait un redshirt sophomore dans l'outfield, j'ai mes notes quelque part, voilà, Bryce Chance, qu'on va espérer, voilà, montrer encore plus de choses. Et puis leur shortstop sophomore, David Mershon. Donc voilà, je vous ai donné quelques noms en fait à écouter de ci de là. De toute façon, je reviendrai bien sûr au fur et à mesure de la saison. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de profondeur. Et encore une fois, et ça des deux côtés, hein, que ce soit en termes de pitching staff, en termes de constance de pitching staff, et puis en termes de line-up, c'est assez léger en termes de profondeur sur le papier, bien sûr, en pré-saison. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que le monde qui est arrivé, notamment aussi en termes de transfert, plus les joueurs qui deviennent des sophomores ou des juniors, continuent leur progression et amènent en fait des choses qui n'ont pas été vues la saison dernière. Ce qui pourrait aider, hein, du côté de Starkville, hein, pour retrouver Mississippi State un peu plus en haut du classement. En 12e position pour l'instant, moi l'équipe que je vois c'est Ole Miss.
Alors, Ole Miss, hein, c'est un peu une trajectoire, on va dire, entre guillemets, hein, similaire à Mississippi State. Champion, certes, un peu surprise en 2022, hein, notamment grâce à une deuxième partie de saison incroyable, hein, qui a fait que le comité les avait sélectionnés au dernier moment, et ensuite ils ont fait un tournoi national de feu, hein, si je me rappelle bien, invaincu ou quasiment invaincu, hein, sur tout le parcours, hein, au tournoi national. Ils avaient un effectif, hein, quand même assez intéressant, un effectif qui forcément avec le renouvellement a dû changer. Et la saison dernière, on ne s'attendait pas à une pareille chute. Ole Miss la saison dernière, je pense que c'est le pire bilan de toute la SEC, hein, tout simplement. Si je retrouve mes fiches, ils avaient terminé avec 6 victoires pour 24 défaites, hein, en conférence. Et même au niveau global, ils ont terminé en bilan négatif. Je pense que c'est la seule fac SEC qui, au terme de niveau, enfin de bilan global, termine avec un bilan négatif. Pour dire que rien ne s'est passé comme prévu du côté de Ole Miss avec Mike Bianco et ses troupes. On va espérer un rebond, on va regarder un peu plus ce qui peut se passer en 2024, mais je pense que la pente reste assez délicate malgré tout. Faut le rappeler, hein, ils avaient quand même beaucoup de jeunesse au niveau des lanceurs, suite notamment à des blessures comme leur ace Hunter Elliott. Du coup, ils se sont retrouvés à faire lancer JT Quinn et Grayson Saunier par exemple. Et tous ces jeunes joueurs ont dû se battre en SEC, ça n'a pas été simple. Et la preuve, hein, leurs IRA ont été assez conséquents, hein. Je pense que c'était aux alentours de 6 ou même plus de 6 d'IRA pour ces joueurs-là. Donc, c'est sûr, il y a eu de la malchance, mais normalement, on se dit que malgré la malchance, un programme comme Ole Miss est quand même capable voilà, de tenir au moins certaines séries, hein. Je me rappelle qu'ils avaient commencé le programme SEC l'année dernière par 2 sweeps, hein. Ils s'étaient fait sweeper et par Florida et par Vanderbilt. Ce n'est pas honteux en soi, mais c'est quelque part, surtout dans un sport comme le baseball, un indicateur sur ce qui risque de se passer pour vous le reste de la saison, notamment en termes de conférences. Maintenant, une chose qui peut être aussi positive, c'est que voilà, avec toutes les difficultés qu'ont eu ces jeunes lanceurs la saison dernière, ils sont certainement un peu mieux préparés cette saison, sachant qu'ils savent déjà, hein, que Hunter Elliott normalement devrait louper une nouvelle saison, hein, suite à sa Tommy John. Donc quand on parle par exemple de JT Quinn, euh, on espère que JT Quinn va pouvoir mettre à contribution, hein, son arsenal, hein. On sait que lui, sa principale balle, c'est la slider, hein, une slider qui quand même arrive à une célérité de 87 à 89 miles par heure, ce qui n'est pas rien. Quand on sait qu'il a aussi une belle balle rapide, hein, qui peut atteindre les 97 miles par heure. Et il a enfin une curveball qui peut monter à 79 miles par heure. Donc à voir. Je sais que ce que j'avais lu dans le rapport d'automne, il parlait également de sa change-up, mais que par contre pour la change-up c'était vraiment un projet, hein. C'est vraiment une balle à travailler. Euh, il n'était pas en tout cas serein avec cette change-up. Mais bon, voilà, grâce au scrimmage, hein, les matchs d'entraînement, on va dire, de l'automne, il a pu quand même lancer, se rassurer là-dessus, ce qui fait que, selon les rapports que j'ai lus, il pourrait montrer plus de commandes, hein, et plus de contrôle sur ces 4 lancers, ces 4 types de lancers, ce qui pourrait être vraiment une très très bonne nouvelle, hein, pour Ole Miss, hein, parce qu'on parle d'un potentiel All-American très clairement. Un autre jeune joueur dont j'ai parlé, hein, c'est Grayson Saunier. Grayson Saunier, c'était un joueur qui arrivait avec une belle hype autour de lui. Euh, on le sait, hein, notamment en pré-saison, beaucoup de gens le voyaient comme le freshman de l'année. Par contre, ça ne s'est pas passé comme prévu, ce qui n'enlève rien à son talent, hein. Son talent est là. Maintenant, il va falloir qu'il soit capable, hein, de montrer du contrôle, hein, très clairement. C'est le contrôle qui va être la clé pour lui. Et puis, s'il arrive à à augmenter la sévérité de sa balle rapide, à côté de ça, hein, parce que je pense que sa balle rapide était aux alentours de 91-92 miles par heure. Elle pouvait atteindre les 95, mais bon, s'il arrive à augmenter ça un peu plus sur cette saison, à montrer encore une fois plus de contrôle sur sa slider, sachant qu'il a aussi une curveball, hein, et puis une change-up, c'est encore une fois un joueur au potentiel illimité dans le sens où il a un arsenal brut prêt. Tout ce qu'il faut, un peu comme son coéquipier, hein, JT Quinn, c'est de la commande. Le dernier joueur dont je vais parler un peu plus, c'est Xavier Rivas. Sachant que Xavier Rivas,
lui, c'est surtout en termes d'expérience de Division 1 qu'il est compté comme un jeune, puisqu'en vrai, il avait déjà joué du côté de la deuxième division. Là, c'est un joueur qui maintenant est un senior au final, cette saison. Ce qu'il va falloir pour lui, c'est montrer qu'il est capable d'être solide et de pouvoir tenir en tant que troisième larbin d'une rotation qui va devoir être un peu plus dominante. Donc très clairement, lui de son côté, c'est une balle rapide, entre 91 et 93 miles par heure, donc c'est pas sa balle la plus dévastatrice. Il a une slider, mais la slider a montré beaucoup de limites la saison dernière. Par contre, il a une change-up, et cette change-up était apparemment très intéressante, de ce que j'avais lu du rapport d'automne notamment. Donc, on va espérer qu'il montre bien plus cette saison, sachant qu'il est senior, donc l'expérience après une transition difficile peut-être de la deuxième division à la première division doit lui permettre quand même de pouvoir montrer des choses. Voilà un peu du côté des lanceurs, j'ai envie de passer rapidement, sinon on va faire une preview de plus de 2 à 3 heures et je pense que vous n'allez pas suivre une preview aussi longue. Mais maintenant, très clairement, c'est du côté de line-up aussi qu'il va falloir regarder, puisqu'il faut le savoir, la draft a été assez, entre guillemets, meurtrière pour Ole Miss, puisqu'on le savait déjà, Jacob Gonzalez, qui était déjà l'un des meilleurs shortstops du pays, allait forcément être drafté assez haut. On savait que Kemp Alderman et Calvin Harris allaient également le suivre. On sait aussi qu'il y a des joueurs qui ont été très bons et qui étaient des joueurs d'expérience qui ont été également draftés ou transférés. Eh bien, on a vu que tous ces joueurs-là et ces départs-là surtout, pardon, à chercher mes mots, désolé, ont dépecé un line-up qui normalement était un line-up qui était normalement la force sûre, on va dire, de Ole Miss pour le coup. Ole Miss a fait quelques emplettes, je pense notamment au transfert d'Arizona State, Luke Hill, qui va notamment devoir amener certaines choses qu'il a pu montrer la saison dernière en tant que freshman. Là, en tant que sophomore, on va attendre plus que 6 home runs et 11 doubles. On va attendre de lui une constance, comme il a pu le montrer en termes de statistiques pures. Il avait une moyenne à la batte de 31%, un OBP de presque 40%, un swing percentage de 45%. Peut-être augmenter un peu ses chiffres, notamment le swing percentage, et donc augmenter sa production en termes de totaux, tout simplement. C'est un shortstop, donc on va aussi devoir le surveiller en termes de défense à cette position si particulière. Un autre transfert qu'il va falloir regarder, c'est Andrew Fisher, qui vient de Duke. Lui, c'était 11 home runs et 12 doubles la saison dernière. Par contre, une moyenne à la batte qu'il va falloir augmenter pour montrer qu'il est utile, notamment à SEC. Encore un autre transfert, d'ailleurs, c'est Jackson Ross. Lui qui, pour le coup, avait été très très bon à FAU, à Florida Atlantic. Sur ces 2 saisons là-bas, il a quand même eu plus de 20 home runs et plus de 91 points produits sur 116 matchs. Sachant que c'est un joueur qui peut jouer notamment en première base, il peut jouer aussi dans l'outfield. On va espérer pour lui que la transition du mid-major vers la SEC se passe bien pour qu'il puisse amener un peu pour le coup, sa régularité à la batte, tout simplement. Derrière tous ces transferts, il va falloir aussi espérer que des joueurs comme Ethan Groff, qui est quand même un joueur de longue date d'Ole Miss, parce que c'est sa 5e année là-bas, arrivent à montrer ce qu'ils sont capables de faire en offense. C'est un joueur, Ethan Groff, qui défensivement est déjà bon. On va espérer de lui qu'en offense ça puisse continuer, sachant que maintenant il a l'expérience, l'expérience même plus en SEC. Il connaît un peu le système et le style de jeu SEC, notamment quand il va se retrouver face à des lanceurs. Donc on espère que tout ce beau monde va me donner tort et que Ole Miss va pouvoir de nouveau jouer les premiers rôles, mais je pense que ça va être assez compliqué avec les départs dans le line-up assez conséquents, plus ces jeunes lanceurs qui vont devoir prouver qu'ils sont vraiment pas juste talentueux, mais capable d'affronter ce qui se fait de mieux en termes de bat SEC. On va faire une mini pause pour que je puisse reprendre mes esprits, mon souffle et de l'eau, et on va continuer ensuite cette preview. Reprenons là où nous en étions. On a fait donc le 14e, le 13e et le 12e selon moi. Là, on va rentrer dans une partie encore plus délicate puisqu'il va falloir un peu départager les équipes. Je le rappelle encore une fois, la saison dernière, il y a eu 10 équipes de la SEC qui se sont retrouvées au tournoi national.
Ce qui tend à montrer qu'à partir du 11e dont je parle, c'est potentiellement des équipes qu'on pourrait retrouver dans ce tournoi national en fin de saison. Donc voilà, c'est une sorte de petite description pour rappeler que même si là je vais donner un 11e puis après un 10e, etc., ce ne sont pas forcément des équipes qu'il faut voir comme étant entre guillemets faibles, sachant d'ailleurs que ce soit Ole Miss ou Mississippi State, ces facultés peuvent très bien, encore une fois, se mêler à la lutte. J'ai un peu plus peur pour Missouri, mais rien n'empêche ces facultés de se retrouver à la lutte, et en se retrouvant à la lutte, elles pourraient avoir une chance d'être au tournoi national. C'est pour vous dire à quel point cette conférence est pimentée. J'ai pas trouvé le mot, donc j'ai dit pimentée. Mais vous comprenez, voilà, il y a beaucoup de compétitivité, il y a beaucoup de concurrence dans cette conférence. Donc justement, après cette petite pause et ce petit rappel, on va passer à ma 11e position. Et en 11e position, pour l'instant, je mets Georgia. Alors Georgia, les Bulldogs sont bien plus connus et renommés, on va dire, en football, bien entendu, qu'au niveau du baseball. Au niveau du baseball, de manière historique, ils n'ont jamais remporté de titre, par exemple. Ils ont eu quand même une période dans les années 2000 où ils allaient assez régulièrement au College World Series. Leur dernière apparition au tournoi national, c'est 2022, donc c'est assez récent, hein, sachant qu'ils ont été... en 2018, 2019 et 2022, ils ont donc réussi à intégrer ce tournoi national. Par contre, quand on regarde un peu l'aspect historique, c'est vrai que depuis la fin des années 2000, on n'a pas vu grand chose non plus, que ce soit en SEC ou après au niveau national concernant Georgia. Ils ont par contre des motifs de satisfaction ou des motifs d'espoir, parce qu'ils ont fait quand même une grande, comment je peux dire ça, une grande lessive. Alors quand je lessive c'est peut-être un peu péjoratif, mais ils ont non seulement laissé partir pas mal de joueurs, mais ils ont également récupéré beaucoup de joueurs. Et avant tout d'abord de parler des joueurs, j'ai envie de rappeler que Georgia vient de recruter un entraîneur en tant que head coach qui est Wes Johnson. Et Wes Johnson, c'est pas n'importe qui, puisque c'était le pitching coach de LSU l'année dernière, à LSU qui a donc été champion national. Des rapports que j'ai lus, il a amené une certaine vague d'optimisme. Il y a d'ailleurs une vidéo un peu promo de Georgia à l'une de ses réunions où il fait comprendre à ses joueurs, bien sûr, il y a un côté très américain derrière ça, il n'y voyait rien de péjoratif quand je dis ça, je vais aux États-Unis d'ailleurs, donc je connais bien, mais c'est plus pour dire en fait cette volonté d'amener du positif, de l'optimisme, et surtout de ne pas déroger à la règle de mettre en place, on va dire, des objectifs, et notamment l'objectif qu'il a amené à ses joueurs en voyant son roster, c'est de se mêler à la course en SEC, mais surtout de se qualifier pour le tournoi national en juin prochain. Donc Wes Johnson va avoir pas mal d'outils, puisqu'il y a eu beaucoup d'arrivées, notamment via des transferts. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les noms, mais si on a envie de garder quelques noms, je sais qu'il y a un joueur de Baylor qui avait fait une bonne saison, surtout défensivement en tant que shortstop, c'est Colby Branch, et il n'est que sophomore, donc encore une belle marge de progression. Il y a un joueur que j'avais beaucoup vu l'année dernière dans l'attaque potente, l'attaque puissante de Texas Tech, c'est Dylan Carter, un outfielder, et qui vient donc renforcer aussi Georgia. Il y a un joueur surtout dont j'ai envie de parler rapidement, mais pas au niveau des transferts, mais plutôt au niveau des joueurs qui sont toujours en place, c'est bien entendu Charlie Condon. Alors, Charlie Condon, c'est vrai que quand on parle de SEC, surtout de performance SEC la saison dernière, on a vu bien sûr des Dylan Cruz, des Paul Skeens, on a vu du Wyatt Langford, on a vu également au niveau des sophomores qui sont donc juniors cette année, quelqu'un comme Jack Caglione, qui est, comme je le rappelle à chaque fois, potentiellement le meilleur joueur de la nation au niveau universitaire, two-way player. Et par contre, on a un joueur qui a eu une très très grosse saison et qui a été d'ailleurs un All-American, c'est Charlie Condon. Charlie Condon, c'était un redshirt freshman, si je dis pas de bêtises, donc cette année il doit être redshirt sophomore, c'est-à-dire qu'il est éligible à la draft, donc encore plus intéressant pour nous de le suivre. Il a montré des choses offensives assez intéressantes, voire incroyables. L'année dernière, il a frappé pour 25 home runs notamment, avec une ligne de stats assez brute, on va dire, de plus de 38% de moyenne à la batte, quasiment 39%, 48% de on-base percentage et plus de 80% de slugging percentage. Donc c'est aller haut, c'est aller fort pour Condon. Et d'ailleurs, il a tapé dans l'œil de Team USA pour l'équipe
on va dire qu'il regroupe les joueurs universitaires qui représentent ensuite Team USA dans les équipes de jeunes. Il a fait partie de cette équipe-là cet été, comme chaque été. Chaque été, je rappelle que les équipes nationales de jeunes notamment se retrouvent et jouent ensemble, font des scrimmages, voire des petits matchs, voire des petites compétitions. Donc il en a été. Et j'ai vu par exemple sur Derrière Baseball qu'ils le mettent clairement parmi des joueurs dont il faudra compter sur le Golden Spikes. Golden Spikes, je rappelle encore une fois, c'est le trophée, enfin l'un des deux trophées qui élit le meilleur joueur amateur, donc meilleur joueur universitaire de la saison. Donc, Charlie Condon est toujours là. Il y a d'autres joueurs très intéressants et dans d'autres domaines. Je pense à leur catcher Gonzalez qui va continuer à amener sa grosse défense, son expérience et puis pourquoi pas peut-être un tout petit peu d'offense, un tout petit peu d'attaque. Voilà, j'ai parlé de quelques transferts, quelques arrivées. Mais par contre, ce qui peut poser problème pour l'instant, en tout cas ce qui est une inconnue, très clairement, on va dire c'est le pitching, comme pour beaucoup d'universités, et notamment la rotation, les joueurs starters pour les starts du week-end. Faut le savoir, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu, il y a 3 noms qui se dégagent. Alors, il y en a un qui s'appelle Chandler Marsh, j'avoue que je ne les connais pas bien, donc je les découvre un peu en même temps que vous. Un autre, Charlie Goldstein, et Leighton Finlay. Donc, parmi ces joueurs-là, Marsh et Finlay avaient un IRA assez élevé, entre 5 et 6 d'IRA. Ce que j'ai également lu, c'est que parmi ces joueurs-là, la plupart étaient plutôt des joueurs de relève, des releveurs. Donc, vous les voir en fait passer de releveur à starter, c'est un peu la grosse inconnue, puisque forcément c'est pas la même charge de travail, c'est pas la même pression, c'est pas la même façon de mettre en place en fait sa stratégie lors des matchs, et surtout est-ce qu'ils ont assez d'arsenal, enfin assez d'armes dans leur arsenal de lancer. Je sais que pour Marsh et Finlay, on parle d'une balle rapide à peu près au même niveau dans la première partie des 90 miles par heure, donc c'est pas non plus des balles rapides incroyables. Faut voir, puisque voilà, comme j'ai dit, des IRA très très, enfin pas très très, mais assez élevés. Comment ça va se traduire en tant que starter, c'est vraiment la grosse inconnue. J'ai lu aussi qu'ils ont parmi les transferts récupéré beaucoup de personnes pour renforcer leur bullpen. Donc on pourrait très bien voir au milieu de la saison, par exemple au fur et à mesure de la saison, des changements de hiérarchie, des joueurs qui sont arrivés qui vont finalement en fait avoir un plus grand rôle, voire des mouvements au sein de la rotation. Mais très clairement, Georgia, voilà, il va falloir répondre en fait à ces questions de rotation. Au global, je ne les mets que 11e, puisque c'est vrai qu'avec toute cette valse tous ces mouvements qu'a connu Georgia, on peut se retrouver avec une équipe qui peut très clairement jouer le haut du tableau. J'ai vu que parmi les transferts, il y a beaucoup de joueurs qui étaient très forts et très bons et très impactants dans leurs universités respectives et qui sont venus les rejoindre. Donc si la mayonnaise prend, ça pourrait être très intéressant, notamment en termes de line-up et en termes de défense. En termes de défense de champ, on va dire, donc les joueurs de champ, je ne parle pas des pitchers, mais vraiment les joueurs qui vont être tout autour du diamant et dans la outfield. Mais encore une fois, forcément avec tous ces mouvements, il y a la question de l'adaptation et de pouvoir savoir comment va se traduire en fait les niveaux de ces joueurs-là dans la plus grosse ou la plus forte conférence aussi du pays. Parce que la plupart des transferts ne viennent pas de la même conférence en fait. C'est pourquoi, voilà encore une fois, Wes Johnson, année 1, il va amener encore une fois sa vibe, sa bonne, son optimisme, sa fraîcheur en tant que champion, et on va voir ce qu'il va être capable d'apporter à ce programme, qui en tout cas sur le papier, si on était comme dans un jeu vidéo, a une équipe très intéressante, attention, c'est encore une fois, je rappelle, un 11e ou 10e en SEC, vous pouvez vous retrouver quand même sélectionné pour le tournoi national, c'est pour vous dire. Donc voilà, 11e Georgia. En 10e position maintenant, on va avoir un effet miroir. Je vais mettre une équipe, c'est Alabama, et je vais les mettre ici non pas par rapport au talent qu'il y a sur le papier, parce que très clairement ce talent est un talent qui devrait leur permettre normalement de jouer les premiers rôles, mais un peu à la manière de Georgia juste avant, c'est en fait l'instabilité dans le sens où le line-up, et on va y revenir, a quasiment complètement changé.
Et pourquoi j'ai dit aussi miroir? Puisqu'en fait, Alabama, pour le coup, sa force, hein, ça va être son pitching staff. Mais avant de parler de l'équipe, hein, je vais rappeler qu'Alabama, l'année dernière, c'était au tournoi national, par exemple. Alabama, on les a entendus, et je pense que j'avais déjà commencé mon podcast quand il y a eu cette fameuse histoire, hein, ces fameux problèmes de paris sportifs. Donc je vous rappelle très rapidement l'histoire, hein. On a retrouvé en fait des paris très douteux du côté de l'Ohio sur Alabama, sur des matchs d'Alabama, hein, de son équipe de baseball, et l'enquête a mené en fait à l'éviction de leur coach, carrément, hein, Brad Bohannon, hein, qui a été donc viré en plein cours de la saison, et bizarrement, ça a quelque part lancé un peu le run de fin de saison d'Alabama, qui leur a permis justement d'accrocher un strapontin pour le tournoi national, de ne pas y être ridicule. Euh, Alabama, on le sait, c'est aussi une fac réputée pour le football, bien entendu. Bon, après, les facs SEC sont en général réputées pour le football, hein, on va pas non plus se mentir. Mais en baseball, Alabama, même si c'est une équipe aussi, c'est une fac qui n'a pas remporté de titre, hein, finaliste en 97 notamment. Par contre, c'est une fac, enfin en SEC, c'est la fac qui a le plus grand nombre de victoires dans leur histoire. Donc au niveau de la SEC, hein. Euh, je pense d'ailleurs que même en termes de titres de saison régulière et de championnat, vous savez, il y a la saison régulière comme je le rappelle, et après il y a le tournoi de conférence. Je pense qu'ils ont un truc comme 13 ou 14 titres, malheureusement j'ai pas les, euh, le rapport devant moi ou le texte devant moi qui me permet de confirmer. Donc je m'excuse si c'est pas exactement ça, mais c'est quelque chose comme ça, hein, 13 ou 14 titres, et puis aussi pas mal de tournois de SEC remportés. Euh, c'est assez paradoxal quand on voit ça, parce que du coup c'est une des facs les plus euh, successful, désolé pour le franglisme, en SEC, et pourtant elle n'a toujours pas remporté de national par exemple. Euh, Voilà, l'année dernière, une belle saison, ils n'ont pas été ridicules, tournoi national, ils ont même remporté les regionals, hein, leurs regionals, et ils les ont perdus au niveau des super regionals. Donc rien d'alarmant, rien de problématique. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui vont être à voir du côté d'Alabama, parce qu'il y a du changement forcément. Le premier changement qui arrive, c'est le coach. Et là, pour le coup, je suis plutôt optimiste, hein, puisque le coach qui arrive, c'est Rob Vaughn. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'en ai parlé assez souvent dans les premiers épisodes, puisqu'on a le même âge déjà, donc je suis un peu jaloux. Mais surtout, puisqu'il a fait de Maryland, qui est une fac coussi coussa de la Big Ten, une place forte du baseball national. Maryland en 2022, d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo, j'avais regardé un match des Regionals qui avait eu lieu du côté de College Park, hein, à Maryland. Euh, Ils ont été justement tête de série, donc ils ont été hôtes au tournoi national en 2022. 2023, encore une fois, ils ont fait une très très grosse saison régulière. De toute façon, c'est simple, hein, depuis 2021, ils sont invaincus en termes de série, hein, en Big Ten. Et donc l'architecte de tout ça, c'est Rob Vaughn, basé avant tout sur une grosse attaque, un problème de confiance, un problème de, pas de confiance, mais de pouvoir faire confiance justement aux pitchers qu'il avait du côté de Maryland, hein. C'était jamais trop ça, et ça leur a coûté cher en juin en général. Mais bon, bref, donc Rob Vaughn arrive, et Rob Vaughn, avec le talent qu'a Alabama, ça peut faire des étincelles. On va commencer par parler rapidement du pitching, puisque pour le coup, comme je l'ai dit, c'est leur force en fait, hein, très clairement. L'année dernière, ils avaient des joueurs en fait comme Ben Hess ou Aiden Mosa, Alton Davis, qui étaient déjà très très bons, qui a permis à Alabama d'être très bon au niveau national. Ces joueurs-là sont toujours là, et en plus de ça, ils ont récupéré des nouveaux joueurs. Donc très clairement, le pitching staff, c'est la force d'Alabama. Par contre, comme je l'ai dit, hein, il y a eu pas mal de départs dans le line-up, hein, du côté des bats en fait. Et du coup, si je dis pas de bêtises, en tout cas ce que j'avais lu sur les rapports, il y avait que le catcher qui restait comme seule présence potentielle
dans le line-up de base d'Alabama. Le reste, ça serait des transferts et puis voilà, des transferts, que ce soit des transferts dans les facs NCAA, des transferts du JUCO aussi, des junior college, comme ça arrive à chaque fois. Donc on ne parle pas forcément de transfert pur, parce que c'est des gens qui ont terminé leur cursus en community college, en JUCO, et qui viennent après leurs 2 ans, JUCO, intégrer le cursus NCAA. Et aussi, il y aura forcément des freshmen à faire jouer. Donc, je vais vous donner quelques noms, puisqu'il y en a un notamment de Ole Miss, un TJ McCounts, qui a été plutôt solide du côté d'Ole Miss et qui va apporter son expérience. Il a été titré d'ailleurs, si je me rappelle bien, parce qu'il doit être de 2022 de mémoire. Il y a un joueur notamment de Maryland aussi, Yann Petrutz, qui a côtoyé Macho et compagnie de côté Maryland, qui va être une sorte d'homme de base et de confiance pour Rob Vaughn aussi, qui devrait faire partie de ce line-up. Parmi les JUCO, des noms à retenir, Cade Snell et Gage Miller. Des joueurs qui sont solides des deux côtés, que ce soit au niveau offensif ou défensif. Et enfin, voilà, comme je disais, certainement des freshmen. J'avais lu un joueur qui s'appelle Justin LeBron en tant que freshman qui devrait être shortstop. Alors, est-ce qu'il va être titulaire en tant que shortstop? C'est pas totalement sûr, parce qu'en général, c'est rare de mettre un freshman, sauf si on sait vraiment que c'est un joueur qui, à terme, doit aller en MLB. C'est un talent connu et reconnu. C'est rare de mettre des joueurs shortstop freshman titulaires complets dès leur saison 1. Je peux penser à un joueur qui a fait ça récemment, il n'y a pas longtemps. Ça va être Jacob Gonzalez du côté d'Ole Miss. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est quand même du lourd. Faut être haut niveau pour pouvoir prétendre à devenir shortstop titulaire en tant que freshman. Mais bref, pour rester sur Alabama, et je vais essayer d'aller vite, donc je vais finir avec Alabama. Pitching, normalement, c'est la force. Line-up, c'est à découvrir. Comme il y a beaucoup de changements, je les mets à cette position-là, mais sur le papier, c'est très intéressant. Et surtout, Rob Vaughn en tant qu'architecte, c'est très intriguant. On va voir si le mix prend bien. Si ça prend bien, ne soyez pas étonnés de voir Alabama quasiment tout en haut de la SEC. Et pourquoi pas chambouler un peu la conférence et puis sa propre division. Voilà pour Alabama en position 10. En position 9, j'ai hésité entre 2 équipes et finalement j'ai décidé de partir sur Auburn. Là encore, on est sur une fac très forte, très bonne, assez régulière. Sous Butch Thompson, arrivé en 2016, il y a déjà 2 participations World Series, College World Series, c'était en 2019 et 2022. De manière générale, depuis 2015, ils n'ont loupé que 2 tournois nationaux, en 2016 et 2021. C'est une équipe qui est toujours là. La saison dernière encore, c'était non seulement un bilan très intéressant overall, donc c'est-à-dire leur bilan total était très bon, mais leur bilan au sein de la SEC, c'était 17 victoires pour 13 défaites, ce qui prouve que c'est une équipe solide, un vrai outsider dans cette conférence. Très clairement, Auburn, moi, ce qui me manque, on va dire, c'est une véritable star. Alors, ils ont un joueur qui a été très très bon. Pourquoi j'oublie les noms des gens? Ike, voilà, c'est ça, Ike Irish. Désolé, j'avais son nom de famille, mais j'avais pas son prénom. Donc Ike Irish. C'est un receveur, mais la saison dernière, il a été surtout DH. Et en tant que DH, il a quand même eu une moyenne à la batte de 36%. Il a réussi 24 doubles. Là, ils espèrent qu'avec sa progression, sa maturation athlétique et physique et sa progression en général, il va pouvoir aussi apporter un peu plus de puissance. Notamment, l'année dernière, il avait terminé avec 6 home runs. On espère quand même un peu plus de sa part. Mais bon, il va falloir non seulement qu'il continue à montrer offensivement, mais surtout aussi que défensivement, maintenant qu'il va certainement être catcher, enfin receveur à temps au moins partiel, voire temps plein, qu'il arrive quand même à tenir en fait la dragée haute et la barre en tant que performeur dans cette SEC pour Auburn. À côté de lui, il y aura un autre joueur qui va être très important pour Auburn, c'est Pierce. Lui, l'année dernière, c'est aussi une belle batte. Par contre, encore une fois, c'est des belles battes en termes de contact. C'est pas des belles battes forcément en termes de puissance pour le moment. Donc voilà, c'est là où j'allais venir. C'est que moi, le premier problème que j'ai avec Auburn, pour pas les mettre plus haut, c'est un groupe très solide. Très clairement, quand on voit tous les rapports, quand j'écoute aussi College Baseball Central et compagnie,
voilà, Auburn est toujours placé assez haut puisque en fait on voit que c'est une équipe qui a pas beaucoup de faiblesses, en tout cas le papier au départ, mais c'est une équipe qui manque on peut dire de star power entre guillemets au niveau universitaire. Euh, et puis ça se traduit aussi au niveau du pitching, parce que là je vous ai parlé du line-up rapidement, à quelques noms de joueurs rapidement. Ils ont des joueurs encore une fois qui sont très intéressants, je pense notamment à Chase Alsup ou Allsup. Euh, c'est un joueur qui est là depuis maintenant 2 saisons, il va faire sa troisième saison là, avec Auburn, et qui a montré une barre rapide très intéressante. Son problème, c'est des problèmes de contrôle, c'est des problèmes de commande. Donc s'il est capable de montrer cette commande, ça pourrait être très intéressant pour Auburn, hein, pour les Tigers. Et surtout, ils ont une grosse interrogation, c'est Joseph Gonzalez. Joseph Gonzalez, c'est quelque part leur race, hein, un joueur qui compte beaucoup sur sa sinker. Et avec la blessure qu'il a eu l'année dernière, on espère qu'il va pouvoir en fait revenir au niveau auquel on peut l'attendre. Et du coup, Auburn va avoir quelque part, comme je l'ai dit encore une fois, des joueurs très intéressants, des joueurs très solides. Il pourrait même essayer de jouer de manière un peu à la Kentucky, c'est-à-dire se baser sur une grosse défense, se baser sur du entre guillemets small ball, puisqu'ils n'ont pas assez de puissance, en tout cas sur le papier, à moins d'avoir de gros progrès entre temps, euh, pour pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes SEC dans ce domaine. Mais par contre, voilà, ça manque un peu de star power pour moi. C'est pourquoi pour l'instant, je les mets là. Mais souvent, on les sous-estime. La saison dernière, on ne les imaginait pas à pareille fête, hein. Et pourtant, ils ont été voilà, très intéressants, très bons. Ils sont là au tournoi national, encore une fois. Donc voilà, ça reste solide. Mais pour l'instant, je les vois à cette position-là. On verra bien si j'ai raison ou pas. Mais c'est l'impression qu'ils me donnent, en tout cas, sur le papier. En huitième, je pars donc sur Kentucky, hein. J'hésitais en fait au préalable entre Kentucky et Auburn pour ma place 9. Du coup, c'est Kentucky en 8 et Auburn en 9. Kentucky, ça fait quand même, voilà, 2022, ça a été un peu compliqué, mais on voyait des choses, une mise en place de Nick Mingione très intéressante. 2023, ça s'est bien traduit avec, comme je le disais un peu au préalable concernant Auburn, Kentucky, c'est une grosse défense. L'année dernière, c'est la meilleure défense du pays, hein, avec Oral Roberts. Et après, c'est une sorte de small ball. J'ai pas envie de dire small ball parce que ça bunt pas forcément, c'est juste que ça a du mal à amener de la puissance à la batte, mais par contre, une fois sur base, ça travaille très très bien. Ça vole à tout va, ça tente de mettre des choses en place pour perturber la défense adverse. Je pense que, comme j'ai pu lire de ci de là, Kentucky va un peu se baser sur la même recette. Euh, Il y a quelques joueurs euh, qui sont intéressants, notamment en termes de transfert. Je sais qu'ils ont récupéré un joueur de Cincinnati qui est apparemment vu de fort belle manière par les insiders américains, c'est Ryan Nicholson, qui devrait jouer première base et qui va pouvoir amener sa défense, parce que c'est de ça dont on parle avec Kentucky, c'est de la défense avant tout. Un autre joueur pour le coup que lui j'ai vu beaucoup plus la saison dernière et qui a fait notamment une deuxième partie de saison très intéressante, notamment défensivement, c'est Mitchell Daly, hein, du côté de Texas, et donc il rejoint Kentucky pour combler les quelques brèches qu'il pourrait y avoir, notamment en troisième base. Donc sur le papier, la défense va encore paraître très 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 intéressant, très 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 intéressante, pardon. Au niveau de l'offense, comme j'ai dit, ça va être voilà, discipline, normalement des at-bats de qualité, hein, essayer de travailler le pitcher pour le faire craquer soit par un walk, soit réussir à contacter la balle, en tout cas travailler ses at-bats à fond avec une belle discipline. Et ensuite, une fois sur base, comme j'ai dit, c'est un peu le chaos. Ils essaient de mettre du chaos pour perturber et pour pouvoir scorer des points, puisque c'est vrai que quand on a un déficit en puissance, il faut travailler sur base pour pouvoir voilà, amener les points dont on a besoin, tout simplement. Euh, du côté de Kentucky, je pense qu'il y a une addition que j'avais lue. Euh, alors, est-ce que je vais retrouver? C'est Travis Smith, si je dis pas de bêtises. Euh, j'allais parler en anglais. En fait, Travis Smith, c'est pas vraiment une addition dans le sens où c'était
Euh, C'était déjà un, un joueur hein, de Kentucky. Euh, si je dis pas de bêtises, c'était un joueur déjà starter, mais maintenant ça va être vraiment le pur starter du week-end. Et c'est un joueur donc, qui a déjà l'expérience de la SEC. Euh, il va falloir qu'il porte un peu sur ses épaules hein, cette pression et mettre en place cette rotation, parce que à part lui, c'est un peu plus compliqué, sachant qu'il y a eu des départs, hein, notamment par rapport à l'âge. Je rappelle que Kentucky l'année dernière, c'était l'équipe aussi la plus âgée hein, de la nation. Ils avaient des graduates, des gens qui avaient déjà eu leur diplôme, hein, qui étaient même plus seniors, mais qui étaient seniors plus plus. Donc, notamment au niveau des lanceurs. Donc là, ils ont dû un peu renouveler tout ça avec du talent, mais par contre, encore une fois, bah forcément, un peu euh, on ne peut pas savoir à l'avance comment ce talent va se traduire dans la plus forte conférence du pays en fait. Donc voilà, ça va être à voir. J'ai pas trop de choses à dire sur Kentucky parce qu'un peu à l'instar d'Auburn, ça manque de star power, donc je peux même pas vous parler trop de joueurs qui pourraient être intéressants à suivre, notamment par rapport à la draft. Ça peut arriver en cours de saison où il y a des joueurs qui ont des breakout years, voilà, des saisons incroyables et qui d'un coup font qu'on coche leur nom pour la draft. Mais en pré-saison sur le papier, il n'y a personne dont je peux vraiment vous parler du côté de Kentucky, c'est pourquoi la preview Kentucky est assez courte. Je passe en 7ème position. En 7ème position donc, on va retrouver une équipe historique hein, du collège baseball, c'est South Carolina. South Carolina, pour faire comme à chaque fois le petit passage historique, c'est une équipe qui est une des meilleures de la nation de manière historique, hein, en termes d'apparitions au College World Series notamment. Je pense qu'il y a eu 34 apparitions au tournoi national, il y a eu plusieurs apparitions au College World Series, il y a eu plusieurs finales, hein, je pense que c'est 4 ou 5, je pense que c'est 4 finales, dont la dernière en 2012. Ouais, c'est ça, parce que pour finir avec leur histoire rapidement, South Carolina, ils ont eu un gros moment, c'était au début des années 2010, et avec Ray Tanner. Ray Tanner, c'est leur coach, on va dire, Hall of Famer, entre guillemets, et notamment maintenant c'est leur directeur athlétique. Donc à cette époque-là, South Carolina va aller au College World Series donc en 2010, en 2011, en 2012. Ils vont aller jusqu'au bout en 2010 et 2011 et vont encore être en finale en 2012. Voilà, une très très grosse équipe qui a eu un trou, on va pas se mentir, un petit trou en termes de performance pure quand on parle d'équipes qui sont historiques, attention, hein, parce que ça restait très intéressant alors qu'il y a une moto qui est en train de faire du bruit au moment où je parle. C'est pas très grave, les aléas du direct, mais c'est vrai que on va dire que ça a été un peu plus compliqué à partir de, allez, 2016. Ils ont été enfin, au tournoi national pardon, en 2016, en 2018, en 2021 et donc en 2023, ce qui est quand même pas mal. Mais pour une telle équipe hein, qui a montré une grosse régularité, notamment je pense de 2000 à 2012, non, de 2000 à 2014, pardon, ils ont été au tournoi national sans pause en fait, hein, en continu. Donc voilà, encore une fois, de manière historique, c'est une grosse fac du collège baseball. Euh, Très clairement, la saison dernière, il y a eu des motifs de satisfaction. À un moment, c'était la deuxième meilleure équipe du pays en termes de RPI, même si je sais que ça peut porter à controverse, hein, parce que comme je l'ai rappelé dans l'un des précédents podcasts, le RPI tend à être remplacé vis-à-vis de ces métriques, notamment qui sont un peu difficiles à vraiment jauger. Mais bon, ça restait un indicateur quand même historique hein, de la puissance d'une fac ou du niveau d'une fac, donc je ne peux pas faire comme si ça n'a jamais existé. Et surtout, en fait, on a eu des joueurs qui ont eu des saisons assez incroyables. Du côté de Georgia, je vous ai parlé de Charlie Condon en tant que redshirt freshman qui a été freshman de l'année. Bah, en termes de freshman de l'année la saison dernière, on en a un qui se pose ici, c'est bien sûr Ethan Petrie. Ethan Petrie, pour moi, tenait la corde hein, pour le freshman de l'année, mais il a eu une petite baisse de régime, notamment suite à des petits pépins physiques en fin de saison. Un peu à l'image de son équipe d'ailleurs, hein, ça a été un peu plus compliqué à la fin de saison. Bah, Ethan Petrie, il est toujours là, il devient sophomore, je rappelle ses chiffres, hein, la saison dernière c'est 23 home runs, 75 points produits,
Euh, c'est très 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 fort au niveau offensif, hein, quasiment 38% de moyenne à la batte, 47% de on-base percentage, 73% de slugging percentage, donc voilà, un slugger. Euh, Peut-être un petit manque de discipline, hein, on va pas se mentir, il a quand même eu beaucoup plus de strikeouts qu'il a réussi à provoquer des buts sur balle. Mais par contre, voilà, le talent est là, le star power est là. À ses côtés, on peut retrouver des joueurs, hein, qui vont devoir encore montrer une autre progression, on va dire, hein. Je peux penser à Cole Messina, le receveur déjà. Il y a des joueurs un peu expérimentés comme Gavin Casas en première base. Il y a aussi des transferts très intéressants. Alors, il y en a un que moi je connais bien, c'est Parker Noland. Parker Noland, en fait, c'était un des joueurs un peu historiques, hein, de Vanderbilt, hein. Et du coup, là, il est redshirt senior maintenant et il a transféré du côté de South Carolina pour amener aussi un peu plus de battes, encore plus de battes, hein, et pour déplumer Vanderbilt d'encore un peu plus de battes, mais on va reparler plus tard. Euh, voilà, il y a du gros joueur. Il y a aussi, ah oui, il y a aussi un transfert qui est très intéressant, c'est Blake Jackson. C'est pas forcément un joueur très connu parce qu'il était de côté de Charlotte, hein, en conférence USA. Mais ça a été une très belle saison pour lui la saison dernière, notamment au niveau offensif. Donc encore un autre joueur qu'il va falloir surveiller. Et surtout, c'est un center fielder qui est assez intéressant au niveau défensif. Donc voilà, il y a de quoi faire en termes de line-up. Euh, En termes de pitcher, j'ai envie de dire que c'est là où le bas blesse pour moi, notamment en termes de starter. Euh, Quand je regarde un peu leur fiche, je sais que normalement euh, le starter numéro 1 devrait être Eli Jones. Il devrait être accompagné de Matthew Baker et Roman Kimball, mais faudrait pas être étonné si des Dylan Eskew par exemple, s'il arrive à faire beaucoup mieux que la saison dernière, hein, bien sûr, euh, arrive à faire des choses, hein. Roman Kimball par exemple, lui c'est un redshirt, hein, sophomore, donc l'année dernière il était redshirt, il n'a pas joué, il va pouvoir peut-être amener un peu de stabilité. Euh, Eli Jones, ça a été quand même un IRA de 3,95, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus incroyable. Matthew Baker, c'était 4,83. Dylan Eskew, bon, c'était 8,22, mais par contre, c'est celui qui, moi, quand je l'ai vu, parce que voilà, j'ai eu la chance de le voir, euh, c'est celui, j'ai envie de dire, qui presque montre des choses en termes de diamant brut plus intéressantes. Mais je rappelle surtout, c'est que South Carolina, à la base, euh, ils avaient des joueurs, des lanceurs très 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 bien, euh, enfin très très forts tout simplement. Je pense à Will Sanders, je pense à Jack Mahoney, Noah Hall. Donc tous ces joueurs-là vont devoir être remplacés, hein. Voilà, je vous ai parlé de Eli Jones. Encore une fois, Eli Jones, la saison dernière, c'est une bonne saison en tant que starter, mais pas forcément starter de week-end. Matthew Baker, c'est moyen, hein, et surtout, il va falloir que ces joueurs-là montrent qu'ils sont capables d'être des starters viables. Voilà. Euh, Forcément, un peu lié à ça, hein, j'ai envie de dire que la défense n'est pas forcément incroyable et rassurante. Ça peut être lié aussi à peut-être la baisse de qualité en termes de pitching, mais même au niveau global, la défense, déjà l'année dernière, c'était pas incroyable. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais bon, au niveau de l'attaque, par contre, je me fais très peu de soucis. Ça devrait être très intéressant. Euh, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, Ethan Petrie, c'est le joueur à suivre. Euh, il pourrait, pourquoi pas, être un candidat, hein, au joueur SEC de l'année, par exemple. Donc voilà. South Carolina, ils sont sur une pente ascendante. Ils ont en plus quand même, voilà, de la jeunesse, hein. Ils ont un mélange de jeunesse et d'expérience assez intéressant, notamment dans le line-up. Ils ont des transferts intéressants encore une fois. Donc je les vois en 7ème position. C'est le pitching staff qui va devoir prendre la relève de certains joueurs très bien cotés la saison dernière. Et c'est là le gros point d'interrogation. Mais bon, on va voir. Et on va passer sans plus tarder au 6ème. Vous commencez à entrevoir le bout du tunnel, hein. On est au 6ème, vous inquiétez pas, on va finir par y arriver. Et en 6ème position, on arrive dans le très très lourd pour moi au niveau offensif. C'est peut-être pas non plus la meilleure offense de SEC, mais elle fait très clairement peur. Je parle bien entendu de Texas A&M. Texas A&M, au niveau historique, c'est une bonne fac, c'est pas non plus la plus grosse fac. Bon, après, ils n'ont pas été tout le temps à SEC pour le coup, hein. Donc,
Ça fait pas forcément de sens de les comparer en termes d'historique SEC, mais c'est une équipe qui a réussi à aller à quelques College World Series, hein. Je pense qu'il y en a 7, et d'ailleurs ils étaient au College World Series 2022, hein, l'année du titre de Ole Miss. Euh, Là, en fait, ils allaient mal en 2021. En 2022, ils récupèrent Jim Schlossnagle, hein, l'un des mythiques coachs de TCU en Big 12. Il arrive à redresser la barre. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, la communication autour de Schlossnagle, c'était voilà, apporter quelque chose au terme du au niveau du pitching, puisque Texas A&M a une constante, ou en tout cas avait une constante qui semble ne pas s'être réglée pour l'instant, c'est des problèmes de pitching. C'était pas fameux. Lui venait avec une assurance, il avait amené des joueurs via transfert, etc., etc. Donc on s'est dit, bon bah, voilà, le pitching ne devrait plus être un problème. Si, le pitching a toujours été un problème, mais par contre, l'attaque a été tellement forte depuis qu'il est arrivé, et toujours tellement forte, qu'ils ont réussi à chaque fois à tirer leur épingle du jeu, hein, que ce soit en SEC et après pour aller au tournoi national. Hein. Donc 2022, encore une fois, c'est les College World Series en tant que strapontin, en tant que on va dire petit présent, hein, pour saluer une belle deuxième partie de saison 2022. 2023, ça part encore un peu en mode diesel, mais encore une fois, une belle deuxième partie de saison qui leur permet encore une fois d'intégrer le tournoi national. Et là, il y a des joueurs dont on va parler. Il y a du gros joueur. Le premier joueur dont j'ai envie de parler, et ce ne sera pas une surprise pour ceux qui ont un peu plus suivi ce podcast ou qui connaissent quand même un minimum le college baseball, c'est Braden Montgomery. Braden Montgomery, depuis le lycée, il a attendu tout en haut, on en parle de lui, pourquoi pas la draft. Il arrive à Stanford, qui est une fac très cotée du college baseball, hein, une des grosses facs du college baseball, et là-bas il ne déçoit pas, notamment lorsqu'il joue en tant que joueur de champ, ou en tant que DH. Pour être très clair, c'est un two-way player. C'est pas un two-way player aussi affirmé comme Jack Caglione par exemple, puisqu'il n'a pas beaucoup lancé à Stanford, et quand il a lancé, c'était pas ouf. Par contre, c'est toujours un potentiel two-way player. En offense maintenant, la saison dernière, je vous donne quelques chiffres, hein, c'est 17 home runs, 61 points produits, une ligne de stats assez folle, hein, là aussi, encore une fois, hein, quasiment 34% de moyenne, 46% de l'OBP, 61% de SLG, hein, slugging percentage, et surtout, c'est un joueur qui arrive en fait dans une équipe qui est déjà forte offensivement. C'est un joueur aussi qui va donc avoir peut-être moins de pression au niveau offensif puisqu'il aura des joueurs autour de lui qui sont déjà très bons et il va pouvoir peut-être tirer son épingle du jeu pour faire une grosse saison en vue de, vous l'avez en mille, la draft bien entendu. C'est un joueur qui est projeté assez haut au niveau de cette draft qui arrive et qui a tout intérêt donc à prouver qu'il est capable. À côté de lui, et avant de parler des historiques entre guillemets de Texas A&M, ou en tout cas de ceux qui sont là depuis au moins la saison dernière, il y a d'autres transferts très intéressants, notamment au niveau du shortstop. Ali Camarillo, il vient de Big West, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, ça doit être un des Cal State. Je me demande si c'était Cal State, Northridge de mémoire. Là aussi, très belle batte en termes de discipline notamment. Voilà, capable de contacter la balle à plus de 37% en termes de moyenne de batte. Et surtout au niveau défensif, puisque Texas A&M c'est un de leurs problèmes, hein. Il y a le pitching qui est le problème, puis ensuite la défense, presque par ricochet, mais même en général qui est un autre problème. Eh bien, Ali Camarillo dans cette position cruciale de shortstop va certainement la faire le plus grand bien. C'est aussi un junior, c'est pas un joueur qu'on projette pour la draft, en tout cas à l'heure actuelle, en tout cas pas haut. Mais par contre, s'il arrive à faire des choses en SEC, au niveau défensif, en tant que shortstop, et qu'en plus de ça, sa batte continue à produire, en tout cas en termes de moyenne, hein, parce que c'est pas forcément un joueur de puissance, mais attention. Donc là aussi, c'est une saison très intéressante pour lui. Donc voilà pour les principaux transferts. Il y a aussi, en termes d'expérience, un Ted Burton en première base qui vient de Big Ten, hein, Michigan. Lui aussi, c'est un joueur très solide du côté de Michigan, surtout offensivement. Hayden Schott ou Hayden Scott, je ne sais pas comment on prononce, qui vient du côté de Columbia, qui a fait de belles choses aussi. Là aussi, un senior. Donc ça amène de l'expérience, hein, qui est déjà là, avec Ryan Targak, par exemple, en deuxième base, pour ne parler que de lui. Mais par contre, on est obligé de revenir rapidement sur la question qui fâche, c'est le pitching.
Je sais qu'il y a un joueur à surveiller de côté des pitchers. C'est un transfert qui vient de Jacksonville State. C'est Tanner Jones. Alors, il n'avait pas il avait pas des chiffres incroyables non plus, mais par contre, voilà, il y avait un arrêt de 4,65, 4,66, je sais plus. Mais par contre, c'est un joueur qui peut produire du strike et qui peut produire à terme du strikeout, bien plus qu'il ne euh, provoque de but sur balle. Voilà. Donc ça peut être cette constante-là que peut amener Tanner Jones en tant que pitcher starter potentiel du côté de Texas A&M. On va espérer une progression de leur starter sophomore Justin Lumpkin, lanceur gaucher qui est intéressant mais qui n'a pas réussi à vraiment traduire ce talent brut au niveau de la SEC, en tout cas sur sa saison freshman. Il avait quand même lancé pour plus de 59 manches et c'est un IRA de presque 6. Donc on va espérer une belle progression. Après, je connais pas bien le bullpen, donc je vais même pas parler du bullpen, mais je sais qu'il est pas si coté que ça. On parle de tout le pitching staff en général qui n'est pas assez coté. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit un gros problème, puisque par exemple la saison dernière, la saison d'avant, on parlait déjà des problèmes de pitching, et pourtant ils ont fait un College World Series en 2022 et encore une fois un tournoi national en 2023. Donc, c'est peut-être pas un problème, mais bon, s'ils veulent vraiment passer d'équipes qui arrivent à faire des coups d'éclat à une équipe contenders pour le titre national, bah, le pitching va devoir quand même montrer plus que ce qu'il montre, que ce soit en SEC ou après au niveau national, bien entendu. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller trop loin, mais Texas A&M, c'est une grosse offense, c'est du fun, c'est vraiment une équipe fun à voir jouer, et bien sûr, j'ai oublié de parler du joueur le plus important, pardon, j'ai failli quitter Texas A&M sans parler bien sûr de JC Laviolette. JC Laviolette, c'est peut-être pas un nom dont on entend beaucoup parler, il était freshman l'année dernière, mais il était à la lutte pour le titre de freshman de l'année avec les Petrie et les Condon. C'est un joueur qui, en plus de ses belles facultés offensives, je pense que l'année dernière c'est 21 home runs notamment, 65 points produits. C'est un joueur qui, en plus, au niveau défensif, en tant que joueur de champ centre, est très 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 intéressant. Lui, pour le coup, avec cet axe, avec le shortstop, et puis après si on repart vers le catcher, ils peuvent amener un peu plus de stabilité défensive en fait à cette équipe, une meilleure identité, ce qui pourrait lui permettre à terme de faire vraiment peur. Mais en tout cas, voilà, ils sont là, ils sont bien placés, et je ne les mets pas ici pour rien. Avant d'entrer dans le top 5, vous allez m'excuser, je vais juste prendre encore une dernière petite pause, une petite transition musicale, je reprends un tout petit peu d'eau et on finit ça en beauté. Allez, c'est parti pour la dernière ligne droite, c'est parti pour le top 5. Alors, en 5ème position, moi je vois Vanderbilt. L'équipe de Tim Corbin est une fac, surtout sur les années 2010 et donc 2020, habituée à être tout en haut de l'affiche. Je le rappelle, titre en 2014, titre en 2019, finale en 2015, finale en 2021, College World Series en 2011, 2014, 2015, 2019, 2021, Regionals gagné depuis les années 2000, on va dire, jusqu'à 2021. Ça a été plus compliqué les deux derniers Regionals en 2022 et 2023. Ils n'ont pas réussi à s'en sortir, notamment en 2023. Ils se sont fait avoir par Oregon alors qu'ils étaient hôtes de ces Regionals, Vanderbilt. Et surtout, alors que je parle de plus en plus vite, je m'en excuse. Je me rends compte que j'articule moins, je parle beaucoup plus vite parce que là, ça fait presque 2 heures d'enregistrement. Pour vous, ça va faire peut-être 1h20, 1h30 de podcast déjà, mais moi, voilà, vu que j'ai dû reprendre certaines choses, etc., etc., je vais pas raconter toute ma vie, mais ça commence à être difficile de continuer. Mais la passion est toujours là. C'est la passion qui nous guide. Donc bref, Vanderbilt, en fait, très clairement, comme à chaque fois, on sait que le pitching est là. Pour moi, en termes de profondeur de pitcher, je pense que c'est la plus grosse profondeur de pitcher qu'on a en S ici. Ils ont Carter Holton qui est un potentiel haut drafté. Devin Futrell, très intéressant. Grayson Carter, très intéressant. Andrew Dudkanich, 4, très 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 intéressant. À côté de ça, ils ont des freshmen comme Mac Elvain qui est attendu depuis longtemps et qui pourrait être
Je jouais même des papiers là-dessus, hein, il pourrait être normalement un starter, hein, dès sa première saison, dès sa saison freshman, euh, au niveau dans n'importe quelle autre fac. Mais là, c'est tellement il y a de la profondeur que, a priori, il devrait plus commencer en tant que joueur de bullpen, peut-être aussi midweek starter, hein, c'est-à-dire starter au milieu de semaine, hein, pas au week-end. Euh, donc voilà, il y a du pitcher à plus savoir quoi en faire. En plus, ils récupèrent aussi des transferts avec des vétérans très 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 intéressants. Euh, J'avais vu notamment du côté de Air Force, il y avait Sawyer Hawks qui donc les rejoint. Donc vraiment, ils sont parés. Euh, En défense aussi, ça va être très intéressant. Je pense qu'ils sont bien placés. Euh, Ils ont notamment Jonathan Vastin, très bon au niveau de shortstop. David Diaz, pardon, pas David, Davis Diaz, qui a eu une belle saison la saison dernière, qui a su rattraper un peu des saisons décevantes comme celle de Enrique Bradfield Jr. Ou en tout cas, quand je dis décevante, c'est qu'on espère encore une autre progression avant qu'il parte, qu'il quitte le monde universitaire. Ça n'a pas trop été le cas, notamment en attaque. Et justement, le problème de Vanderbilt pour moi, qui fait que pour l'instant ils ne sont que cinquième, c'est que quand je regarde ce line-up, il n'y a rien d'incroyable en attaque. Euh, Ils n'ont aucun joueur, que ce soit les joueurs qui étaient déjà là l'année dernière, plus les transferts qui sont censés apporter quelque chose d'autre, notamment en attaque. Ils n'ont aucun joueur qui a dépassé les 9 home runs la saison dernière. Euh, c'est en fait un indicateur d'un manque de puissance. Je pense qu'il y avait RJ Shrek. RJ Shrek, pour le coup, il avait dépassé le nombre de 9, mais par contre, il n'est plus là. Donc, votre seul, entre guillemets, joueur un peu potent offensivement en termes de puissance n'est plus là. Votre superstar, parti à la draft, Enrique Bradfield Jr. n'est plus là pour travailler sur base. Donc, j'ai l'impression que sur le papier, en tout cas, on attend bien sûr les progressions potentielles, hein, je pense notamment à Davis Diaz justement, ou Jonathan Vastin. Bah, en attendant, à moins de grosses progressions, j'ai l'impression qu'on va se retrouver sur un Vanderbilt un peu comme la saison dernière et la saison d'avant, c'est-à-dire toujours dans un bilan positif, toujours un poil à gratter pour n'importe quelle équipe au monde, enfin je veux dire au monde au niveau universitaire bien entendu, mais par contre, il manque cette puissance, avant même de parler de stars, hein, sur le line-up. Pour moi, il n'y a pas vraiment de stars dans le line-up, mais au-delà de ça, il manque déjà un joueur de puissance capable d'apporter quelque chose, euh, et qui pourrait rendre cette équipe de Vanderbilt beaucoup plus intrigante et menaçante. Donc voilà, Vanderbilt pour moi c'est le cinquième, c'est déjà très très bien, un cinquième en S ici, ça prouve le niveau de Vanderbilt, sachant que je place ça surtout sur leur pitching. En quatrième position maintenant, alors je sais que les rapports les voient pas aussi haut. J'avais vu qu'ils étaient projetés plutôt vers allez, 6e, 7e, 8e, voire 9e. C'est Tennessee. Alors, Tennessee, il y a quand même pas mal de choses à dire. Euh, c'est une équipe depuis 2-3 saisons là, avec Vitello. Bon, Vitello est là depuis au moins 6 ans, hein. Mais je veux dire, les 2-3 dernières saisons, vraiment, euh, ça a été très 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 intéressant. Il y a eu une saison, alors est-ce que c'est pas la 2022? Ouais, je crois que c'est la 2022 où c'était la meilleure équipe de la nation en termes de saison régulière. Malheureusement, elle s'est effondrée en Super Regionals, elle n'a pas pu défendre ses chances pour avoir un titre national en 2022. En 2023, ça a été beaucoup plus, comment je peux dire ça, roller coaster, vous allez m'aider, montagne russe. Mais par contre, la deuxième partie de saison, notamment la fin de saison, a été très 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 intéressante avec comme récompense un passage du côté des collèges World Series. Euh, c'est simple. On va commencer par les départs, puisqu'il y a eu des départs. Chase Hollander a donc été drafté. Et l'autre Chase Burns, est lui parti du côté de Wake Forest. Donc deux de vos meilleurs lanceurs sont partis, Chase Hollander et Chase Burns, même s'ils étaient sur des saisons décevantes la saison dernière. Par contre, le troisième larron, qui va donc devenir le starter numéro 1 normalement, Drew Beam, qui pour le coup la saison dernière était le plus régulier, est toujours là. La saison dernière, c'est un IRA de 3.63. C'est un joli ratio strikeout but sur balle. C'est le lanceur le plus fiable encore une fois la saison dernière. Donc j'ai envie de dire que
Au niveau du pitching, ça va être un peu en deçà sur le papier, encore une fois, de ce qu'on a pu voir la saison dernière. Je sais qu'il y a eu quelques transferts. Il y a un joueur notamment de Jacksonville State, encore une fois, c'est A.J. Cossey, mais c'était pas non plus le gros starter sur lequel on pouvait compter. On va compter sur A.J. Russell, un autre A.J. qui lui, en tant que freshman, a fait quelques apparitions intéressantes. Et puis on va voir si on arrive à combler des brèches. Alexander Secris par exemple, qui est senior et qui est là depuis un moment, qui a plutôt un rôle normalement de euh, voilà, quelqu'un qui va manger des manches en fait en tant que releveur par exemple la plupart du temps. En fait là c'est horrible parce que l'anglais vient à foison dans ma tête. C'est incroyable. Mais bref. Euh, donc voilà, le pitching pour moi c'est le point noir. Le line-up il est incroyable. Il est incroyable. Le line-up déjà était très fort. Par exemple, je vais vous donner quelques noms, hein. Blake Burke, notez-les bien. Christian Moore aussi. Et en plus, ce sont des joueurs qui sont juniors, donc éligibles à la draft. Euh, il y a aussi des transferts d'ailleurs. Billy Amick qui a fait une très très bonne saison du côté de Clemson la saison dernière et qui rejoint Tennessee. Euh, de qui d'autre on peut parler? Des joueurs aussi. Ah oui, Dylan Dreiling. Alors, c'est peut-être pas aussi impressionnant offensivement, mais déjà défensivement c'est très intéressant. Il était que freshman, là il est sophomore, donc on peut imaginer une progression aussi au niveau offensif. Et puis j'aime bien le fait qu'ils aient ajouté aussi un peu plus comment on peut dire ça, d'upside, c'est-à-dire des joueurs qui ont une certaine qualité, en tout cas sur le papier, diamant brut, qui ont un peu déçu là où ils étaient. Je pense à Dalton Bargo par exemple du côté de Missouri qui a été un peu décevant sa saison freshman, mais il apprenait le métier en SEC. Là, il arrive pour, on va dire, un peu être DH en tant que sophomore du côté de Tennessee. Donc clairement, pour moi, le line-up est chargé à bloc. Euh, donc Tennessee, c'est un peu le contraire de Vanderbilt. Le line-up est là, un peu à la Texas A&M par exemple. Par contre, le pitching staff, c'est le point d'interrogation. Peut-être pas au même niveau que Texas A&M, puisqu'ils ont quand même un Drew Beam qui a déjà prouvé, hein. Il est là, il est prêt. S'il continue sur lancée la saison dernière, ça pourrait d'ailleurs lui permettre d'être drafté, pourquoi pas, assez haut. Donc ça aussi, ça va être à voir. Mais bon, il va falloir remplacer Dollander et Chase Burns. Ce n'est pas facile. Donc pour moi, Tennessee est numéro 4. On rentre sur mon podium avec en troisième position LSU. LSU, c'est le champion sortant, c'est pas n'importe qui. LSU, la saison dernière, ils ont vraiment, ils ont atteint les objectifs. Ils avaient quand même une équipe de fous furieux, hein. Dylan Cruz, je rappelle, des transferts comme Paul Skins, qui est devenu d'ailleurs le numéro 1 de la draft en 2023. Euh, ils ont Tommy White, qui est encore là d'ailleurs, pour moi, encore une fois, l'un des meilleurs joueurs de College World Series, et qui va être là dans une année très importante pour lui, puisque il sera normalement à la draft, hein, en fin de saison, très peu de suspense. Mais on va aller dans l'ordre. Au niveau historique, LSU, alors là, c'est une des meilleures facs, car c'est la deuxième meilleure fac en termes de nombre de titres glanés au collège baseball, hein. Le dernier titre, c'est bien sûr 2023. Il y a d'ailleurs un petit documentaire que j'ai vu sur YouTube très intéressant. Si vous tapez LSU Baseball 2023, vous allez retrouver ce documentaire. J'ai pas le nom en tête, je suis désolé, mais par contre il était très intéressant. Vous savez, c'est un peu ces documentaires qui sont préparés à l'avance au cas où tu deviens champion, et puis après il est voilà, très bien monté, etc. Mais c'est très intéressant quand même à suivre. Donc, donc LSU, c'est une des powerhouses du college baseball tout simplement. La saison dernière, ils ont eu un petit creux, mais je pense que ça leur a fait du bien ce creux en fin de saison régulière, ce qui les a fait descendre un peu avant d'arriver au tournoi national, ce qui leur a permis aussi de recharger les batteries, on va dire, de récupérer aussi des joueurs qui avaient quelques pépins physiques et d'aller au bout, au terme quand même de College World Series. Alors, j'ai vu 2019, 2021, 2022 et 2023, et pour moi, ce que j'ai vu l'année dernière, notamment le match couperé entre Wake Forest et LSU, j'avais jamais, enfin, en termes de college baseball, attention, hein, j'avais jamais vu ça, c'était incroyable. Donc voilà, si jamais vous êtes curieux, je pense que vous êtes capable de retrouver moi les highlights sur YouTube également. Mais bon, on va parler de cette saison. Alors Jay Johnson, il a fait des discours, je l'ai vu un peu partout, promo, et puis le coach vainqueur doit toujours dans les meetings, notamment les meetings ABCA, hein, c'est l'association des coachs,
euh, faire le discours en fait qui va lancer la saison. Ça a été fait, donc on l'a vu pas mal dans les médias. J'aime bien sa mentalité, j'ai appris beaucoup de choses en suivant un peu ce petit parcours médiatique de ces dernières semaines. Euh, LSU, c'est un peu... Pourquoi j'ai mis que troisième? Parce que forcément, vous perdez Dylan Cruz, vous perdez Paul Skins. C'est quand même pas n'importe qui. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'autres joueurs, hein. Je pense que LSU, c'était à la fois qui a vu le plus de joueurs être draftés la saison dernière. Donc, voilà, je pense oh là là. Trey Morgan, par exemple, Trey Morgan, joueur sous-côté, très très bon défensivement, qui a eu une belle petite progression offensive aussi, drafté également, pour ne parler que de lui. Euh, Vraiment, j'ai envie de dire que c'est on va dire que, voilà, je cherche mes mots, mais on va dire que pour moi, le petit problème de LSU, c'est forcément ce renouvellement et donc les interrogations qui s'y associent. Mais LSU n'est pas resté voilà, silencieux, hein. Ça reste une powerhouse, et en tant que powerhouse, ils ont décidé quand même de frapper fort en termes de transfert. On va commencer par les transferts parce qu'il y a du vrai transfert. Alors, le transfert le moins impressionnant, mais qui est quand même très intéressant, c'est Michael Braswell en tant que shortstop. South Carolina, saison très très bonne au niveau défensif, saison très moyenne au niveau offensif. On va voir ce qu'il va pouvoir apporter. Euh, on va parler d'un autre transfert qui pour le coup, est beaucoup plus impactant dans ma tête. C'est Mac Bingham qui a fait partie de cette offense un peu folle aussi d'Arizona en Pac-12. C'était une offense, pour en avoir parlé la saison dernière, vraiment incroyable, mais qui n'était pas suivie parce qu'il n'avait pas de pitcher. Enfin, c'était la débandade au niveau pitching et au niveau défense. Donc Mac Bingham en tant que left fielder, il va apporter des choses. Et ensuite, au niveau des pitchers, là c'est aussi du très très lourd. Notamment pour Luke Holman. Luke Holman, starter pitcher du côté d'Alabama. L'année dernière, c'est 3.6 d'IRA. Très intéressant. Il vient remplacer numériquement Paul Skins. Il n'apportera pas les mêmes choses, bien entendu, mais par contre, il va pouvoir aussi enlever un peu de poids sur les épaules de Thatcher Hurd. Thatcher Hurd, je rappelle, c'était un transfert l'année dernière, normalement encore plus prisé que Paul Skins. Enfin, j'ai parlé de changer la narrative. Paul Skins, depuis que la Air Force, c'est une star. C'est une star, tout le monde en parle, mais en tant que two-way player. Et tout le monde en parle en tant que two-way player, et dans les boards de draft avant qu'il commence vraiment à LSU, il est haut, mais il n'est pas aussi haut qu'on le voit bien sûr après ce qu'il a fait à LSU en tant que lanceur pur. Thatcher Hurd, lui, il vient de UCLA. Il a déjà prouvé en fait en tant que freshman qu'il pouvait être très intéressant. Il a transféré en sophomore à LSU, et on attend au moins autant de lui que de Paul Skins la saison dernière. Ça se passe mal, un peu à la Chase Burns, il a beaucoup de mal avec la SEC, il se fait avoir par pas mal de battes. Et on le retrouve bien plus souvent au niveau du bullpen au final qu'au niveau du start. Parce qu'il est trop handicapé au niveau du start. Mais la fin de saison, notamment en tant que releveur ou en tant que starter sur les World Series ou voilà, le tournoi national, il a été très impactant. Peut-être pas avec des chiffres incroyables, mais très impactant. Il a su tenir la dragée haute. Et du coup, on espère avoir ce même Thatcher Hurd pour un peu être le lead en fait de la rotation de LSU, parce que quelque part, sans vouloir lui rajouter de la pression, je pense qu'il n'écoute pas, donc ça devrait aller. Mais de ses performances va dépendre vraiment l'avenir de LSU pour moi. C'est clair et net. Ils ont le line-up qu'il faut, il n'y a pas de souci. Ils ont des pitchers en soutien, il n'y a pas de souci. En termes de bullpen et tout ça, ça peut aller. C'est pas incroyable, mais ça peut aller. Ils ont aussi Luke Coleman qui est arrivé. Il y a Gage Jump aussi du côté. Enfin, un autre transfert de UCLA. Lui, il vient de transférer du côté de LSU. On rappelle la Thatcher Hurd, mais avec un an après. Il n'a pas joué l'année dernière. Blessé. Donc, à voir, parce qu'il avait fait aussi une belle saison freshman d'ailleurs. À voir hein, s'il va être capable de montrer que cette blessure, c'est de l'histoire ancienne, entre guillemets. Mais voilà, LSU très clairement, c'est au niveau de remplacer ses stars par d'autres joueurs, et donc pas forcément par des stars, mais en tout cas réussir à combler les trous à ce niveau-là. C'est ce qui va conditionner est-ce qu'ils vont être, le fait d'être capable ou pas de repeat, ou en tout cas de se battre pour conserver la couronne. Attention aussi à la fameuse gueule de bois d'après-titre, hein. Ils peuvent voilà, avoir des témoins en tant que, voilà, avec SEC, n'importe quoi, avec Ole Miss et Mississippi State. Donc attention à tout ça, mais j'ai l'impression qu'avec Jay Johnson, avec aussi des joueurs qui sont toujours là, hein, Josh Pearson qui a fait notamment une très belle deuxième partie de saison, Tommy White, hein, je le répète,
24 home runs, 105 points produits s'il vous plaît, 105 points produits en une cinquantaine de matchs. Voilà, c'est tout bonnement incroyable. Lui, son problème, c'est qu'il n'est pas bon défensivement, en tout cas, c'est pas ouf. Mais en termes d'offense, je vois bien quelques scouts MLB s'extasier, si ce n'est pas déjà le cas, devant ces chiffres. Et puis on va avoir des sophomores comme Jared Jones, qui a été plutôt intéressant la saison dernière. Attention, Jared Jones, la saison dernière, c'est 14 home runs, 45 RBI et lui aussi des moments déterminants au tournoi national. Il joue première base. Là, il va avoir des responsabilités accrues, donc on va voir s'il va être capable de traduire sur du long terme ce qu'il a montré la saison dernière. Il était en part-time, on va dire, dans l'infield. Il jouait un peu partout dans l'infield. Et puis, un autre joueur dont j'ai envie de parler pour finir, c'est Paxton Kling. Paxton Kling, quand il arrive à LSU, c'est la star des freshmen. En fait, c'est le freshman qui, quelque part, surligne la classe de freshman de faux furier qu'a récupéré LSU. Donc, il y a justement Jared Jones, dont je viens de parler, qui est maintenant sophomore, qui était dans cette classe de freshman. Et il y a donc Paxton Kling. Malheureusement, il avait de la concurrence, avec notamment Dylan Cruz, donc il n'a pas joué autant que s'il avait été dans d'autres facs, bien entendu. Là, le chemin est dégagé. Donc il va être intéressant de voir ce qu'il va être capable de montrer. Déjà à la batte, parce que voilà, peut-être qu'il n'avait pas assez de rythme non plus, mais ça n'a pas été incroyable à la batte la saison dernière. Est-ce qu'il va être capable de montrer des choses à la batte et puis surtout être le socle en tant que champ-centre, le socle de cette défense dans l'outfield pour LSU. Donc toutes ces petites questions font que je mets LSU pour l'instant sur le podium, mais pas en tête malgré le fait que ce soit les champions sortants. On va passer à ma deuxième position. Et ma deuxième position, du coup, puisque ce n'est pas LSU, c'est Arkansas. J'aurais pu vous dire Florida, mais non, c'est Arkansas. Arkansas, la saison dernière, avec toujours coach Van Horn, là aussi un gros coach. La saison dernière, ça a été pas de tout repos, dans le sens où ils ont eu quand même pas mal de blessés. Mais avec les blessures, ils ont eu aussi des joueurs qui se sont révélés. Je pense notamment en termes de lanceurs, je pense à Agent Smith, et du coup Agent Smith est un peu celui qui highlight ce bon pitching staff qu'on retrouve du côté de Arkansas. Avec lui, pour l'accompagner, on aura Brady Tygart, on aura aussi un transfuge de Texas Tech, c'est Mason Molina, qui a été aussi intéressant la saison dernière, avec surtout cette propension à pouvoir manger pas mal de manches. Et puis on aura des anciens freshmen, maintenant sophomores, qui vont devoir montrer qu'ils sont là en cas de pépin, que ce soit donc en sortant du bullpen ou en tant que starter de mi-semaine pour pouvoir après, pourquoi pas prétendre à suppléer les starters de la rotation du week-end. Je pense notamment à Ben Bybee. Alors si on regarde son IRA, c'était pas ouf, mais il n'y avait que 27 manches lancées. Donc on va pas s'attarder sur les chiffres, on va surtout espérer qu'il y aura une progression cette saison. Très clairement, en fait, c'est l'équipe qui pour moi est la plus homogène. C'est-à-dire que ils ont tout. Ils ont la batte, ils ont de la puissance. Peut-être la vitesse c'est un peu en dessous, la défense peut-être... Voilà. Peut-être défense, ça va être le petit point un peu plus faible, mais ils ont tout en fait. Le starting pitching peut-être c'est ce qui se fait de mieux avec Vanderbilt. Le bullpen, pareil, ça doit être ce qui se fait de mieux avec Vanderbilt. Bon voilà, après ça va être modulo les blessures et compagnie, ça on peut pas savoir. C'est une équipe aussi expérimentée. Il y a quelques sophomores projetés dans le line-up, mais bon, en général, ce sera des juniors et des seniors. Il y a aussi un gros transfert, et lui, j'ai oublié d'en parler. J'en avais parlé il y a quelques podcasts, je pense après la fin de saison, dans mes bilans, j'avais parlé des transferts ou un truc comme ça. C'est Weiwa Alohi, qui vient de Sacramento State, qui est très très bon, qui est projeté pour la draft 2025. Lui, shortstop. La saison dernière, je le rappelle, c'est 14 home runs, 46 points produits, des moyennes de 38% à la batte, 43% en OBP et 66% de slugging percentage. Donc c'est une pièce très très intéressante. Et après, il y a un autre joueur dont je voulais parler, et lui pour le coup c'est la déception depuis qu'il est arrivé, c'est Peyton Stovall. Je sais pas s'il y en a qui étaient là quand je faisais les mock drafts, notamment celle de 2021. Peyton Stovall, on le voyait soit aller à la draft en tant que sortant de lycée, soit respecter son commitment avec avec Arkansas. C'est ce qu'il a choisi.
Et tout le monde s'est dit, bon, bah, Arkansas, qui avait déjà en plus une grosse équipe, hein, je me rappelle de Robert Moore, je me rappelle de beaucoup de joueurs comme ça, et ils avaient ce genou pour apporter encore plus de talent. Bah, depuis qu'il est là, c'est plutôt compliqué, je trouve. La saison dernière, c'est pas fameux, hein, c'est 25% de moyenne à la batte, c'est 33% d'OBP, c'est 38% de selling percentage. C'est 5 home runs, 31 points produits, c'est très 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 difficile quand on sait qu'on le voyait beaucoup plus haut. On l'imaginait comme le leader en fait à terme, hein, de Arkansas. Donc est-ce que ça va être la saison, la breakout year, et puis aussi la saison quelque part au-delà de la breakout qui va quelque part permettre de le réhabiliter? Parce que là clairement il n'est plus projeté comme on pouvait l'imaginer il y a quelques saisons, hein, quand il sortait de lycée. Plus projeté dans la prochaine draft comme on pouvait l'imaginer. Donc c'est le joueur pour moi qui va détenir une des clés pour voir si Arkansas peut enfin aller nous briguer un titre, hein, puisque je rappelle que Arkansas c'est une fac historique, hein, aussi du college baseball, qui a été plus de 34 fois au niveau des regionals, hein, au niveau du tournoi national, qui a été plus de 10 fois au College World Series, hein, je pense que la dernière fois c'était 2022 de mémoire, oui c'est ça. Arkansas c'est une powerhouse, je veux dire, il n'y a même pas de débat. Quand on parle de Vanderbilt, quand on parle de Arkansas, quand on parle de Florida, quand on parle de LSU, c'est ce qui se fait de mieux en fait normalement en college baseball, très clairement, en termes de régularité. Il leur manque en fait bien sûr un titre déjà, mais au-delà de ça, je pense que ce qui manque à Arkansas pour qu'on les prenne au sérieux, c'est au-delà du titre, c'est ces statement wins. Parce que quand ils sont allés au College World Series en 2022, c'était presque attendu. 2021, c'était la meilleure équipe du pays en termes de saison régulière, et je pense que c'est Notre-Dame qui les avait éliminés en Super Regionals. Notre-Dame de 2021, d'ailleurs, c'était une sacrée équipe. Mais bref, Arkansas, ça peut être la saison où enfin on les voit aller au bout. Bah, c'est tout ce que je leur souhaite, hein, j'ai rien contre eux, donc pourquoi pas. Et ça serait bien pour mettre un point d'exclamation à la belle, très très belle carrière en tant que coach, hein, de Dave Van Horn, hein, déjà plus de 20 saisons à la tête du programme, et un bilan très positif. Donc voilà, ce sont mes deuxièmes, puisqu'il y a de la régularité, il y a des transferts très intéressants à des positions clés. Maintenant, il va falloir que ça se traduise sur le terrain. Et on va enfin terminer avec le premier, hein, de cette preview S ici. Pour moi, le premier c'est Florida. Alors, Florida, une des plus grosses facs encore une fois du college baseball. Ils ont remporté leur dernier titre, c'était en 2017 de mémoire. 13 voyages du côté des College World Series, hein. Le dernier c'est bien sûr la saison dernière parce qu'ils ont été en finale face à LSU. C'est une grosse équipe de manière historique. C'est avec un coach qui a déjà 15 ou 16 saisons à son compteur, c'est Kevin O'Sullivan, dont on ne narre plus le talent. Voilà, il a une très belle fiche d'ailleurs. Et pourtant, Florida a quand même perdu du joueur. Ils ont perdu... oh mon dieu. On sent que c'est la fin du podcast parce que je commence vraiment à être balbutiant. Mais ils ont perdu bien sûr Wyatt Langford. C'est pas le seul. Ils ont perdu aussi leur shortstop. J'oublie, c'est Rivera. Hein. Rivera, je perds un peu mes repères en cette fin de podcast, mais voilà, je pense que c'est Rivera de mémoire. Ils ont perdu aussi des lanceurs, bien entendu. Hein, je pense à comment il s'appelle, Hurston Waldrep, Brandon Sprout, bien entendu, qui d'ailleurs normalement est arrivé du côté des Mets, donc ça fait plaisir. Mais pourtant, au contraire de LSU, non seulement ils avaient déjà de la ressource, hein, beaucoup plus établie, puisque l'année dernière, je rappelle, Jack Aglione a fait une saison de zinzin. Mais ils ont aussi des joueurs qui étaient freshmen, qui ont déjà été largement contributeurs. Je pense à Kate Kurland, qu'il va falloir surveiller, le second base. Kate Kurland, qui a notamment fait des College World Series de haut vol. Luke Heyman, qui va passer derrière BT Ryopel en tant que catcher, mais qui a déjà eu des reps, hein, la saison dernière, qui va être très intéressant aussi à suivre. Et puis, ils ont fait aussi des transferts très intéressants et très importants, et notamment Colby Shelton. Alors, Colby Shelton, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le meilleur joueur, hein, d'Alabama, hein, la saison dernière, et pourtant c'était un freshman. 25 home runs, 51 points produits,
une fiche, quasiment 30% de moyenne à la batte, 41% à l'OBP, 72% au slugging percentage. Dans la course, bien entendu, au freshman de l'année avec les Condon, avec les Petri, avec les Laviolette, etc., etc. Un gros joueur. Il va falloir montrer encore un peu plus défensivement pour clairement s'asseoir en tant que shortstop euh, référent et référencé en SEC. Mais c'est du très bon. Et ils ont toujours de l'expérience avec des seniors. Hein. Je pense à Dale Thomas notamment, je pense à Tyler Shelnut. Bref, c'est une équipe qui est complète. Hein. Je vois pas de faille en fait quand je regarde bien. Ils ont même eu quelques transferts aussi dont on parle pas trop. Là, je viens de parler de Colby Shelton, parce que lui, on en parle parce que c'est pas rien. Mais il y a aussi Brody Doney qui vient de Vitech. Hein. Virginia Tech qui a eu une saison délicate la saison dernière, mais qui avait quand même du talent. Ce freshman, maintenant sophomore de Virginia Tech, va apporter sa progression à la batte, on l'espère. C'est quand même la saison dernière 12 home runs, c'est pas rien, même si la discipline n'était pas là à la batte pour le coup. Et ensuite, en tant que pitcher, on a bien sûr Jack Aglione qui va essayer de montrer les progrès qu'on attend de lui pour être vraiment ce fameux two-way player dont tout le monde rêve pour la prochaine draft. Hein. On l'imagine carrément être numéro 1 de draft à l'heure où je parle. Ça peut bien entendu évoluer, on verra. Mais au-delà de lui, on a un freshman qui est très intéressant, c'est Liam Peterson, très attendu. On a aussi Kate Fisher qui était freshman la saison dernière, qui a eu quand même pas mal de reps, midweek starter, un peu de bullpen. Il a terminé avec une belle fiche, un IRA de 3.10. C'est un lanceur gaucher, très... comment je peux dire ça? Je perds mon français, mais très malin, on va dire. Et puis il y a de la profondeur, parce que je pense au closer Brandon Neely qui peut même aider de temps à autre un peu plus haut dans le bullpen, manger des innings s'il le faut. Et puis un freshman dont tout le monde parle aussi, à part Liam Peterson, c'est Luke McNeely. Alors tout le monde en parle, moi je le connais pas vraiment pour le coup, contrairement à Liam Peterson. Donc je vais plutôt observer et on aura le temps d'en reparler si vraiment il montre ce dont les gens parlent le concernant. Florida, ça va être de la puissance, un line-up de folie. Ça se pose en haut. Hein. Je pense qu'il y a Texas A&M, Florida, voire Tennessee, et le reste. Ça se pose en haut en termes de line-up. Le principal représentant de ce line-up, hein, c'est bien sûr Caglione, hein, le two-way player. Meilleur joueur de la ICC la saison dernière, qui va certainement briguer un Golden Spike si tout va bien. Qui devrait, encore faire une grosse saison au niveau offensif. On espère un peu plus de discipline à la batte, qu'il arrête d'aller chercher toutes les balles qu'il voit naviguer devant ses yeux. Mais très clairement, c'est très 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 solide. Ça m'étonnerait pas de les revoir en joueur de série cette saison. Et pourquoi pas d'aller briguer le titre tout simplement. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, enfin c'est un peu difficile pour eux, mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que 2020, alors 2019 Vanderbilt gagne, 2020 la saison commence et Florida, déjà favori pour la saison, fait des choses, des dingueries. Malheureusement le Covid arrive. On se retrouve donc avec une saison arrêtée, annulée. Ils arrivent en 2021, on les voit toujours en haut. Et 2021 c'est un peu plus catastrophique. 2022 c'est pas folichon, mais ils arrivent à construire, à garder des vétérans sous le coude jusqu'au bout. Hein, je pense encore une fois à BT Ryopel, le receveur par exemple, pour ne citer que lui. Et en fait, c'est cette classe-là qui a été victime, on va dire, de désillusions en 2021 et 2022, qui va amener avec elle cette classe un peu plus de genoux, un peu à la Caglione et à la Kirkland par exemple, Curland pardon, qui va amener en fait ce mix de talent et d'expérience au plus haut du college baseball avec cette finale face à LSU. Et je rappelle, c'est vrai qu'ils ont perdu au final, mais je rappelle qu'ils ont explosé LSU sur le match 2. Hein. Pour se faire exploser après, c'est vrai, sur le match 3, mais c'est pour rappeler que Florida n'était qu'un match du titre. Après, on peut pas refaire l'histoire, mais voilà. C'est mon numéro 1. Donc, vous avez ma preview pour la SEC. Pour finir, je vais juste vous donner, hein, selon moi, les titres hein, que je pourrais trouver. Par exemple, qui, selon moi, va être le meilleur joueur, qui va être le meilleur freshman, qui va être le meilleur pitcher, et puis qui sera le meilleur coach. Allez, on va commencer par le meilleur coach pour moi. Le meilleur coach, ça va être Von Horn, Arkansas. Je pense qu'Arkansas va être très solide en saison régulière, peut-être la meilleure équipe de SEC en saison régulière, et donc on va récompenser le coach forcément. En freshman de l'année,
Là, c'est beaucoup plus délicat pour moi parce que je perds vite mes idées en termes de freshman, mais je pense à Liam Peterson. Alors, c'est une grosse take parce que c'est un lanceur et pour les lanceurs, c'est pas sûr même qu'il puisse être un starter comme on peut le projeter là actuellement. Mais pour l'instant, je vais aller sur lui. Euh, donc, je vous ai donné le coach, je vous ai donné le freshman, mais je vais vous donner le lanceur. Et pour moi, le lanceur, c'est Agent Smith de Arkansas. J'ai hésité entre lui et Carter Holton de Vanderbilt, mais je vois Agent Smith, qui pourrait d'ailleurs être drafté un tout petit peu devant en termes en termes de award. Hein. Ça veut pas dire qu'il va être forcément meilleur en tout et pour tout par rapport vis-à-vis de Carlton Holton, mais en SEC, je vois bien briguer ce titre. Et enfin, en meilleur joueur de la saison en SEC, je vais pas être très... euh, voilà, je vais pas vous donner de surprise, je vais pas être très... voilà, insaisissable avec mon prono, mais je vais dire Jack Aglione. Ce qu'il nous a montré l'année dernière. S'il fait juste la même chose que l'année dernière, il a le titre de meilleur joueur de l'année, hein, très clairement. À moins, bien sûr, qu'un Condon ou qu'un Petri ou qu'une surprise nous fasse une saison à quasiment 40 home runs, ce qui ne se voit pas en college baseball. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, Caglione en meilleur joueur de l'année, Agent Smith en pitcher de l'année, Liam Peterson en freshman de l'année et coach Van Horn de Arkansas en coach de l'année. Voilou. Donc pour les plus courageux d'entre vous qui êtes allés jusqu'au bout, je vous remercie. N'hésitez pas, et je suis très content de voir ça, et je vois de plus en plus de questions dans les commentaires ou en message privé, n'hésitez pas à me contacter via commentaire, via les réseaux sociaux, etc. Si vous voulez en savoir plus. Si vous avez des questions qui vous taraudent, si vous voulez avoir plus d'informations, je serai ravi de vous en donner du mieux que je peux. Nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine preview. On va parler de la deuxième meilleure conférence du pays, selon moi bien entendu, c'est la ACC. En attendant, je vous dis, continuez à écouter le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et après tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao.